Dans le film Titanic, vous remarquerez l'absence de fumée au-dessus de la 4e cheminée du célèbre paquebot, et ce n'est pas une erreur. En 1911, l'année précédant le départ du célèbre paquebot, les grands navires étaient principalement équipés de 4 cheminées. Elles étaient nécessaires pour évacuer la chaleur et les fumées générées par leurs énormes chaudières. Le Titanic, véritable chef-d'œuvre de l'ingénierie, n'avait besoin que de 3 cheminées pour fonctionner efficacement. Ainsi, la 4e a-t-elle été ajoutée pour des raisons purement esthétiques. La White Star Line pensait que le public aurait été déçu de ne voir que 3 conduits sur le plus grand navire de tous les temps. Les vaisseaux jumeaux du Titanic, l'Olympique et le Britannique possédaient également chacun une fausse cheminée pour la même raison. Cette cheminée factice n'était pas totalement inutile et servait en réalité à la ventilation. Elle permettait d'évacuer les fumées de la salle des machines située dans le pont inférieur ainsi que celle d'un des grands salons de première classe. Un grand conduit de ventilation, au lieu de plusieurs plus petits, permettait de désencombrer les ponts supérieurs, laissant ainsi davantage d'espace libre aux passagers. Lorsque le Titanic a sombré, ses cheminées, pesant chacune 60 tonnes, ont coulé avec le reste du navire. Elles étaient exceptionnellement hautes, afin de garantir que les passagers ne soient pas couverts de suie. Leur taille et leur poids leur ont permis de rester en position verticale, jusqu'à ce que le navire entame sa plongée finale. Plus légères que la proue, ces cheminées se sont dispersées parmi les autres débris. Le matériau relativement léger dont elles étaient faites s'est aplati en touchant le fond de l'océan et les bactéries mangeuses de fer vivant dans les profondeurs ont ensuite contribué à leur décomposition. La proue du Titanic est demeurée intacte lorsqu'elle a touché le fond de l'océan, mais la poupe a été complètement détruite. Lorsque le célèbre paquebot a percuté cet iceberg, la situation a très vite tourné au vinaigre. Il aura fallu 2h40 à cette future star de cinéma pour être entièrement submergée. La collision a d'abord permis à l'eau d'inonder 6 des 16 compartiments étangs. À mesure qu'elle se précipitait à tribord, le navire a commencé à s'incliner vers l'avant et légèrement vers la droite. À minuit, les compartiments endommagés déversèrent de l'eau dans les compartiments adjacents, créant un véritable chaos, car ces compartiments n'étaient étanches qu'horizontalement. Peu après, l'eau s'est mise à s'infiltrer par l'orifice servant à remonter l'ancre, et à 2h du matin, la proue s'enfonçait tandis que les hélices de la poupe étaient soulevées hors de l'eau. Le navire a continué à prendre l'eau jusqu'au moment où la proue a été submergée et où la poupe s'est élevée à presque 45 degrés. Le poids de ces énormes hélices a exercé une pression immense sur la partie médiane du navire. L'acier n'a pas résisté et a fini par céder. Les survivants ont décrit ce bruit assourdissant, semblable à celui de la porcelaine qui se brise ou d'un échafaudage qui s'effondre. C'était la structure supérieure du Titanic qui cédait. À 2h12 du matin, la proue et la poupe n'étaient plus reliées que par la structure interne de la coque. Quelques minutes plus tard, la proue, pesant environ 16 000 tonnes, s'est détachée de la poupe. Cette dernière s'est alors redressée brusquement en position quasi verticale avant de commencer à sombrer lentement. À 2h20, elle a complètement disparu sous l'eau. La proue a plongé à près de 20 km/h et a atteint le fond de l'océan près d'une demi-heure avant la poupe. Les 2 sections du Titanic reposent désormais à 610 mètres l'une de l'autre, pointant dans des directions opposées. La proue est restée principalement intacte, simplement recouverte de boue. La poupe, quant à elle, s'est transformée en une épave méconnaissable en raison des implosions subies lors de la descente. L'air emprisonné à l'intérieur de la structure n'a pas pu résister à la pression croissante de l'eau à une telle profondeur. Les fusées de détresse ont joué un rôle crucial dans la tragédie du Titanic. En cas de naufrage, des fusées rouges doivent être lancées pour signaler un problème. Cependant, quelqu'un avait décidé d'équiper le Titanic de fusées blanches au lieu des rouges habituelles. Ainsi, lorsque le navire a heurté l'iceberg, l'équipage a tiré les dites fusées blanches. Le SS Californian, qui se trouvait à proximité, avait été averti de la présence d'icebergs dangereux dans la zone. L'équipage du Californian n'a pas repéré le Titanic en détresse, mais ils ont bien vu les fusées blanches. Leur radio était par ailleurs inutile car l'opérateur du Californian l'avait éteinte. Le capitaine, soupçonnant un problème, a alors envoyé un signal lumineux en morse au Titanic, mais n'a reçu aucune réponse, car le navire avait déjà sombré. Un autre navire, le Samson, naviguait également près du Titanic. Chargé de grandes quantités de viande de phoque,
Chassé illégalement dans les eaux canadiennes et congelé, il naviguait sans feu pour rester discret. En voyant les fusées blanches du Titanic, l'équipage a cru qu'il s'agissait des gardes-côtes et a rapidement quitté ses eaux. Dépourvu de radio, le Samson n'a pas pu être informé de la catastrophe en cours et n'a appris la nouvelle qu'en atteignant les côtes islandaises le mois suivant. De nombreuses théories ont été avancées pour expliquer la tragédie du Titanic, et l'une des plus récentes suggère qu'un incendie y a joué un rôle. Un journaliste irlandais, Senan Moloney, a joué les détectives pendant des décennies, explorant les mystères du naufrage, et a fait une découverte capitale. Un album photo, resté caché pendant un siècle entier après la tragédie. Sur les photos prises au chantier naval Harland & Wolff de Belfast, en Irlande du Nord, juste une semaine avant que le paquebot ne prenne la mer, on peut clairement voir une immense tache noire de 9 mètres sur la coque du navire. Moloney a étudié ces photos et les témoignages de l'époque, affirmant qu'un incendie s'était spontanément déclaré à l'intérieur de l'une des énormes soutes à charbon du Titanic. Cet incendie a fait rage pendant 3 semaines entières, affaiblissant gravement un segment crucial de la coque du navire. À cette époque, la plupart des paquebots ne possédaient en somme qu'une seule coque, et c'était la seule protection dont disposait le Titanic. C'est pourquoi l'iceberg a réussi à percer si facilement le flanc du navire. Si ce n'avait été pour l'incendie, le Titanic aurait peut-être résisté à son impact avec l'iceberg. La compagnie qui exploitait le paquebot était d'ailleurs au courant de cette avarie, mais avait choisi de dissimuler cette information pour éviter toute publicité négative, car elle faisait face à une forte concurrence sur les voyages transatlantiques. Le Titanic était complet, ils ont donc fait le plein de charbon et navigué malgré tout. La Lune pourrait également avoir joué un rôle dans le naufrage. Notre satellite exerce une grande influence sur les marées terrestres. Plus il est proche de notre planète, plus les marées sont fortes en raison de l'augmentation de l'attraction lunaire. En 1912, la Lune était si proche qu'elle a provoqué la rupture de plusieurs glaciers du Groenland. D'énormes morceaux de glace se sont détachés et ont commencé à dériver vers le sud. Cet événement de superlune est survenu juste 6 minutes après une grande marée. Lors des nouvelles lunes et des pleines lunes, l'alignement de notre satellite, du Soleil et de la Terre fait que leur gravité combinée atteint son apogée. La veille, notre planète s'était rapprochée au plus près du Soleil de l'année, ce qui rendait cette gravité encore plus forte. Ce cocktail d'événements a créé des conditions parfaites pour l'une des plus puissantes marées de l'histoire, favorisant la dérive des icebergs détachés des glaciers du Groenland. Les opposants à cette théorie soutiennent que la différence de force de cette marée n'aurait pas été suffisamment significative pour être la cause principale du naufrage. L'iceberg a déchiré le flanc du navire, laissant une immense ouverture dans sa coque. Ce n'était pas une déchirure continue, et plusieurs endroits ont été endommagés. Certains experts estiment que le navire aurait survécu à l'iceberg s'il l'avait heurté de face. Le Titanic possédant des compartiments étanches, conçus pour empêcher les inondations en cas de collision, seuls les 3 ou 4 premiers de ces compartiments auraient été inondés. L'iceberg a déchiré le flanc du navire, laissant une immense ouverture dans sa coque. Ce n'était pas une déchirure continue, et plusieurs endroits ont été endommagés. Certains experts estiment que le navire aurait survécu à l'iceberg s'il l'avait heurté de face. Le Titanic possédant des compartiments étanches, conçus pour empêcher les inondations en cas de collision, seuls les 3 ou 4 premiers de ces compartiments auraient été inondés. Ils étaient en route pour le Nouveau Monde quand une collision avec un iceberg a anéanti tous leurs rêves et leurs espoirs. Ce fut la panique, il y eut des larmes et des adieux déchirants, comme ceux de Jack et Rose. Mais est-ce vrai ? Voyons si tu connais la véritable histoire du Titanic. L'histoire d'amour de Jack Dawson et Rose DeWitt Bukater est inspirée de faits réels. Qu'en dis-tu ? Est-ce un mythe ou une réalité ? L'histoire d'amour la plus émouvante du Titanic a en fait été entièrement inventée par le scénariste et réalisateur du célèbre film James Cameron. Certains passagers figurant dans le film ont pourtant bien existé, et, pure coïncidence, il y avait un J. Dawson à bord. Mais il s'appelait Joseph, pas Jack, et travaillait comme soutier. L'objet le plus cher disparu avec le Titanic est un tableau de Pablo Picasso. Est-ce vrai selon toi ? C'est un mythe, une fois encore, inventé par le scénariste du film. L'objet le plus précieux ayant coulé avec le Titanic est probablement un tableau de Mary Joseph Blondel réalisé en 1814.
Parmi les autres objets de valeur figurait un violon appartenant à Wallace Hartley, le musicien qui insista pour jouer jusqu'au tout dernier moment. Il y avait aussi une Renault type CB coupé de ville de 1912 qui coûterait aujourd'hui des millions de dollars. Un manuscrit de Joseph Conrad, des premières éditions de livres de Francis Bacon, 5 grands pianos Steinway et, bien sûr, des assiettes et des tasses en porcelaine fine et les bijoux des passagers de première classe. Le Titanic était le plus grand et le plus luxueux paquebot de son époque. Est-ce que c'est vrai selon toi ? Oui, c'est tout à fait vrai. En avril 1912, le Titanic était le plus grand navire jamais construit. Il mesurait 270 mètres de long et avait une capacité maximale de 2435 passagers. Ce n'est pas grand-chose comparé au plus grand bateau de croisière actuel, le Symphony of the Seas. Il est juste un peu plus long que le Titanic, mais peut accueillir plus de 2 fois plus de personnes. Mais aucun paquebot n'a jusqu'à ce jour encore battu le Titanic en termes de luxe. Sa construction aurait aujourd'hui coûté plus de 200 millions de dollars. Les billets étaient assez chers. Et oui. En première classe, il fallait débourser l'équivalent de 1700 dollars et jusqu'à 50 000 dollars pour l'une des 2 plus belles suites. Les billets de seconde classe coûtaient 700 dollars d'aujourd'hui. Une place en troisième classe coûtait entre 170 et 460 dollars actuels. La plupart des passagers du navire insubmersible ont survécu. Vrai ou faux ? Malheureusement, c'est faux. Seuls 37% des passagers ont survécu à la terrible collision. Environ 61% des passagers de première classe, 42% des passagers de seconde classe et 24% des passagers de troisième classe s'en sont sortis vivants. Le Titanic traversait le triangle des Bermudes au moment où les choses ont mal tourné. Et c'est probablement pour cela qu'il a coulé. Qu'en dis-tu ? Mythe ou réalité ? C'est un mythe à 100%. Le Titanic ne s'est jamais même approché du triangle des Bermudes. Le paquebot a coulé à environ 645 km au sud de Terre-Neuve, ce qui est très très loin au nord des Bermudes, la zone tristement célèbre où des navires et des avions disparaissent sans laisser de traces. La Lune est peut-être responsable du naufrage du Titanic. Vrai ou faux ? Ça, c'est vrai. La Lune affecte fortement les marées terrestres. Plus la Lune est proche de la Terre, plus les marées sont fortes à cause de la gravité croissante de notre satellite. En 1912, la Lune était si proche qu'elle a provoqué la rupture de plusieurs glaciers au Groenland. Les énormes morceaux de glace détachés des glaciers ont commencé à dériver vers le sud. La superlune est apparue juste 6 minutes après une grande marée. L'alignement de la Lune, du Soleil et de la Terre fait que leur gravité combinée atteint alors son maximum, et ce, 2 fois par mois. La veille, notre planète s'était rapprochée au plus près du Soleil, rendant la gravité encore plus forte. C'est cette combinaison d'événements qui a entraîné l'une des marées les plus puissantes de l'histoire. Les icebergs qui se détachent des glaciers du Groenland dérivent vers les eaux côtières du Labrador et de Terre-Neuve où ils s'échouent souvent. Pour continuer, ils doivent soit fondre et devenir plus légers, soit profiter d'une marée haute qui les entraînera plus loin. La marée de 1912 était aussi haute que possible. Plusieurs routes maritimes furent donc déplacées vers le sud en raison de l'exceptionnelle quantité d'icebergs. Mais pas celle du Titanic, bien sûr, car on le croyait insubmersible. Il a fallu 4 heures et 40 minutes au Titanic pour couler. Vrai ou faux ? C'est faux. Si tu t'y connais en la matière, tu sais certainement qu'il a en réalité fallu 2 heures et 40 minutes. C'est plutôt lent étant donné les dégâts causés par l'iceberg. C'est sa construction moderne qui l'a empêché de couler rapidement. Il y avait 16 compartiments étanches dans la partie inférieure du navire. Il devait le protéger en cas de voie d'eau. Lorsque l'iceberg s'est écrasé sur la coque, il a brisé 6 des compartiments. Le Titanic aurait pu continuer à flotter si seulement 4 d'entre eux avaient été endommagés.
L'eau a rempli les 6 premiers compartiments en 1 heure. Cela a entraîné une légère inclinaison du navire sur le côté droit. Une fois ces compartiments remplis, l'eau a commencé à se déverser dans le 7e. Et à partir de ce moment, le naufrage a commencé à accélérer. La proue du navire s'est enfoncée dans l'eau et la poupe s'est soulevée. Les fusées de détresse ont joué un rôle important dans la tragédie du Titanic. Vrai ou faux? Qu'en penses-tu? C'est vrai. Lorsqu'un navire coule, les membres de l'équipage doivent envoyer des fusées de détresse rouges. Cela indique à tous les navires à proximité qu'un bateau est en danger. Mais pour une raison inconnue, quelqu'un avait mis des feux blancs dans la caisse à fusée du Titanic. Lorsque le navire s'est écrasé contre l'iceberg, les membres de l'équipage ont donc lancé des fusées blanches. Un autre navire, le SS Californian, se trouvait non loin à ce moment. Son capitaine savait que le Titanic traversait une zone dangereuse. L'équipage du SS Californian n'a pas vu le Titanic couler dans l'obscurité, mais ses fusées blanches étaient visibles. Les communications radio entre les deux navires ne fonctionnaient pas. L'opérateur avait éteint son récepteur. Le capitaine du SS Californian a alors envoyé un message à l'aide d'une lampe de signalisation Morse. Mais il était trop tard. Le navire était déjà sous l'eau. Personne ne pouvait donc plus répondre. Un autre navire, le Samson, naviguait tout près du Titanic. Il progressait tout feu éteint afin de chasser le phoque, une pratique illégale. Lorsque son capitaine a vu les fusées blanches du Titanic, il a pensé qu'il s'agissait des gardes-côtes. Le Samson s'est alors éloigné aussi vite que possible. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient abandonné les passagers à leur sort tragique après leur arrivée en Islande. En 1996, une expédition a réussi à faire remonter le Titanic du fond de l'océan. Est-ce vrai ou faux selon toi? Si tu dis faux, tu as raison. Différentes idées ont été proposées sur la façon de remonter le Titanic. Utiliser de l'air comprimé, une cage de mailles, le recouvrir d'azote liquide ou encore se servir d'aimants très puissants. La seule véritable tentative a eu lieu en 1996 et elle a échoué de façon spectaculaire. L'objectif était de soulever une partie de sa coque, qui pesait environ 21 tonnes. Ce morceau aurait été le plus grand à revoir la lumière du jour, si l'opération avait réussi bien entendu. 4 grandes bouées remplies de diesel ont été descendues au fond de l'océan et attachées à la coque. Puis les bouées ont commencé à soulever un morceau de plaque. Elle n'était plus qu'à 60 mètres de la surface lorsque le temps s'est soudain dégradé. Les membres de l'expédition ont alors décidé de tirer la plaque vers des eaux plus calmes à environ 130 km de là. Mais bien avant qu'ils atteignent cette destination, la plaque s'est brisée en deux et une partie est redescendue au fond de la mer. 2 des bouées semblent s'être détachées et la coque a coulé. Le Titanic tomberait très probablement en poussière si l'on essayait à nouveau de le faire remonter. Alors, combien de bonnes réponses as-tu obtenues? Dis-moi tout dans les commentaires ci-dessous. Le 10 avril 1912, des foules se sont rassemblées sur la plage de Southampton pour saluer le départ de ce qui était à l'époque le plus grand et le plus prestigieux navire du monde, le RMS Titanic. Le prix du billet de salon de première classe le plus cher était de 4 350 $, soit environ 70 000 $ en valeur actuelle. Mais à peine 5 jours après son départ, le navire a été englouti par l'océan Atlantique. Alors, revenons en arrière pour voir ce qui s'est réellement passé lors de cette nuit fatidique. Le capitaine voulait établir un record de vitesse pour le voyage inaugural du navire et arriver en avance. Le navire était considéré comme insubmersible. Il a foncé à plein régime dans les eaux sombres de l'Arctique. Après avoir repéré l'iceberg, l'équipage a désespérément essayé d'éloigner le navire et d'éviter la collision. Mais le Titanic se déplaçait trop vite et l'iceberg a déchiré le côté du navire, créant une énorme ouverture dans la coque. Ce n'était pas une seule et unique brèche, car les dommages se sont produits à plusieurs endroits. Au total, les dégâts se sont étendus sur une zone de 90 mètres. Mais les concepteurs du navire s'étaient préparés à la perspective d'une collision et avaient ajouté des compartiments étanches de chaque côté du navire pour faire office de zone de protection. 4 de ces compartiments pouvaient être percés et le navire resterait tout de même à flot. Mais comme l'iceberg a déchiré le flanc du Titanic, il a fait des trous dans 6 compartiments.
Les compartiments ne s'étendaient pas sur la hauteur totale de tous les ponts et n'étaient pas réellement scellés en haut. C'est pourquoi, lorsque plus de 4 d'entre eux ont été inondés, l'eau a atteint le sommet des cloisons et a rempli les compartiments restants, entraînant le naufrage du navire dans l'océan. Imagine de l'eau qui déborde d'un bac à glaçons. Mais si la collision avait été frontale, aurait-il aussi coulé ? Les navires sont conçus en tenant compte des risques de collision et la plupart des navires sont équipés de cloisons anti-collision à l'avant. En fait, c'est comme le pare-choc ou la zone de déformation de ta voiture. C'est un élément de sécurité qui peut résister à un choc direct. La proue aurait pu absorber une partie de l'impact. Et certains experts ont estimé qu'en cas de choc frontal, seuls 2 à 4 des compartiments étanches auraient été inondés. En théorie, le Titanic n'aurait donc pas coulé et aurait même pu continuer à naviguer vers sa destination finale à une vitesse beaucoup plus lente. En revanche, la force de l'impact aurait été énorme. Mais bien que les passagers auraient été blessés par le choc, ils auraient pu rester sur le navire pour attendre d'être secourus par d'autres navires plutôt que d'être forcés à plonger dans les eaux glacées de l'Atlantique. Toutefois, l'un des concepteurs du Titanic, Edward Wilding, a suggéré que la force de l'impact n'était peut-être pas si importante. Il a déclaré à la commission d'enquête britannique que beaucoup de gens ont à peine ressenti la collision, et il a estimé que le navire n'aurait pas coulé s'il avait heurté l'iceberg de plein fouet. Le navire a également été conçu avec des portes étanches contrôlées à distance entre tous les compartiments, de sorte que toute inondation aurait pu être rapidement contenue. Étant donné que le Titanic présentait 6 brèches à la suite de la collision latérale, et que celle-ci s'est produite si rapidement, la fermeture des portes n'aurait rien changé puisqu'il était pratiquement impossible de le sauver à ce stade. Le vaisseau a immédiatement commencé à s'inonder. L'eau se déversait à un rythme d'environ 7 tonnes par seconde, 15 fois plus vite qu'elle ne pouvait être pompée. Si l'on peut imaginer que le Titanic aurait survécu si le navire avait heurté l'iceberg de plein fouet, cette idée soulève aussi quelques problèmes. Tout d'abord, les parois de collision ont été conçues pour survivre à un crash avec un autre navire, pas avec un iceberg géant. Si 2 navires entraient en collision, ils absorberaient une partie de l'impact dans leur cloison, partageant ainsi l'impact et restant probablement à flot. Mais un iceberg est statique, ce qui signifie que le Titanic a dû absorber la majeure partie de l'énergie de la collision. Si le Titanic avait été frappé la tête en premier, à cause de la vitesse à laquelle il se déplaçait, l'impact aurait probablement traversé tout le corps du navire. Imagine un navire de 46 000 tonnes qui se déplace à environ 20 nœuds, 37 km/h. À un moment donné, il heurte un iceberg qui peut peser plus de 100 000 tonnes. Cette collision créerait très probablement une puissante force qui endommagerait considérablement le navire. Il est possible que les jointures se déchirent, que les escaliers s'effondrent et que les rivets éclatent dans tout le navire. Tout cela pourrait potentiellement inonder encore plus de compartiments. Cela pourrait faire couler le Titanic en quelques minutes plutôt qu'en quelques heures. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Comme nous le savons tous, la plus grande partie est cachée sous l'eau. Donc, si le Titanic avait navigué de face, il est probable qu'il aurait d'abord heurté la partie de l'iceberg située sous l'eau, ce qui l'aurait fait dévier de sa trajectoire. Frapper un iceberg n'est pas comme frapper un mur de briques. Dans ce cas, la glace sous l'eau aurait déchiré le fond du navire et causé des dommages aux côtés. Les icebergs ne sont pas non plus des objets plats et solides. S'il s'agissait d'une simple collision, le navire aurait pu rester à flot, mais les icebergs ont des formes et des tailles très diverses, qui vont des dômes à des formes de pics. Des études ont également été menées sur l'acier utilisé pour fabriquer le Titanic. Et les tests montrent que le métal était environ 10 fois plus fragile que l'acier que nous utilisons de nos jours. Le navire a été construit avant que nous comprenions les effets des basses températures sur l'acier. Le vieil acier utilisé pour fabriquer le navire ne se pliait pas face aux températures glaciales, mais se cassait. Les morceaux récupérés des plaques de la coque du Titanic montrent que la coque s'est simplement brisée lors de l'impact. Un choc frontal provoquerait également un arrêt très violent et brutal, de sorte que même si le navire n'avait pas coulé, il aurait quand même eu des problèmes majeurs. Imagine un moment où tu freines brusquement ta voiture ou lorsqu'un bus pile alors que tu es en train de marcher dans l'allée et que tu es projeté en avant. Les passagers auraient eux aussi été projetés à travers le navire et, comme le choc a eu lieu la nuit,
la plupart des gens dormaient et n'auraient pas pu se préparer correctement à un impact quelconque. Cela aurait entraîné des blessures à la plupart des personnes à bord. Les conséquences auraient été particulièrement graves pour les personnes situées à l'avant du navire, où se trouvaient les logements des pompiers, des graisseurs et des mécaniciens en congé. Mais même si les passagers et les membres de l'équipage hors service avaient été jetés hors du lit, il y aurait eu beaucoup plus de survivants que dans le scénario original. De nombreux navires ont subi des collisions frontales et sont parvenus à regagner la côte. Peu de gens savent que le Titanic avait en réalité 2 navires jumeaux. La White Star Line, la compagnie qui a construit le Titanic, a également construit des navires appelés Britannic et Olympic. Commandé par Edward J. Smith, qui allait plus tard diriger le Titanic, l'Olympic est parti pour son voyage inaugural en juin 1911. Mais, comme pour son navire jumeau, le désastre était à venir. Lors de son 5e voyage commercial, l'Olympic est entré en collision avec un navire de la Marine royale, le HMS Hawke. Alors que l'Olympic était endommagé sur le côté, le Hawke a souffert d'un impact de face et de plein fouet. La proue du Hawke a été complètement écrasée par la collision. Mais comme le navire avait des compartiments étanches, il a réussi à survivre au choc et est retourné à terre en toute sécurité pour être réparé. Une autre étude de cas est celle du SS Andrea Doria, un paquebot italien qui a fait la une des journaux en 1956. Comme le Titanic, l'Andrea Doria se dirigeait vers New York pour son 101e voyage lorsque la catastrophe a frappé. Le 25 juillet, le navire est entré en collision avec un paquebot suédois de 160 mètres, le Stockholm. Ce dernier a frappé le navire de plein fouet. Mais le point d'impact de l'Andrea Doria était sur le côté. L'avant du Stockholm a été complètement défoncé. Mais comme l'impact s'est produit sur sa coque, il a pu s'en sortir. L'Andrea Doria a malheureusement coulé, la collision s'étant produite sur le côté du navire. Ces cas pourraient donc suggérer que le Titanic aurait peut-être survécu s'il avait heurté l'iceberg de face. Mais il ne faut pas oublier que le Titanic a heurté l'iceberg à pleine vitesse, alors que l'Olympic et l'Andrea Doria, eux, voyageaient plus lentement. Un faisceau de lumière électrique perce l'obscurité au-dessus des eaux calmes de l'océan Atlantique. Le Titanic se ferait tranquillement un chemin à travers les vagues, ses passagers endormis, quand soudain, une forme blanche monstrueuse se détache dans le faisceau lumineux. L'iceberg fatidique est sur le point de déchirer le flanc du navire légendaire. Nous sommes le 14 avril 1912. 2 jours seulement avant que quelqu'un ne prenne la photo d'un iceberg gigantesque à la forme elliptique plutôt inhabituelle. Il se trouve que cet iceberg s'est très probablement formé à partir de neige tombée il y a plus de 100 000 ans. Les chercheurs ont eu recours à des simulations informatiques pour déterminer son origine. Ils ont entré des données de 1912 et y ont ajouté quelques informations sur les vents et les courants océaniques. Ce qu'ils en ont conclu, c'est que l'iceberg faisait probablement partie d'un petit groupe de glaciers dans le sud-ouest du Groenland. De nos jours, il est possible de calculer les itinéraires de ces icebergs pour chaque année passée. Ainsi, le tristement célèbre morceau de glace était en route du Groenland vers une région plus au sud de Cornouailles. Si le navire était passé par cette région seulement 2 jours plus tard, l'iceberg se serait évidemment éloigné du point où ils se sont croisés. Au début, le poids de l'iceberg le plus connu du monde était de 75 millions de tonnes. Avec le temps, il a commencé à fondre lentement, et quand il a coulé le Titanic, son poids n'était plus que de 1,5 million de tonnes. Au moment de la collision, il avait probablement commencé à fondre depuis des mois. Mais c'était tout de même un vrai colosse. Quand le Titanic a coulé, l'iceberg faisait 120 mètres de long, et il émergeait des eaux à plus de 30 mètres de hauteur. Certaines personnes pensent que c'est une superlune qui aurait fait couler le Titanic. Cette nuit-là, un événement lunaire rare s'est produit, qui n'était pas arrivé depuis 1400 ans. Dans des conditions normales, un tel iceberg n'aurait pas pu s'aventurer aussi loin au sud sans fondre et perdre l'essentiel de sa masse. Mais cette superlune aurait pu être à l'origine d'une marée inhabituellement haute, qui a éloigné l'iceberg du glacier bien plus vite que d'habitude. Il existe un type spécifique de bactéries qui consomment lentement les restes du Titanic.
La corrosion saline, les courants océaniques, les températures glaciales et enfin ce micro-organisme mangeur de rouille pourrait à terme consommer l'épave entière. L'actrice américaine Dorothy Gibson se trouvait à bord du Titanic. Elle a survécu et lorsqu'elle est arrivée à New York, elle a presque immédiatement commencé à tourner un film intitulé « Rescapé du Titanic ». Ce film est sorti seulement 1 mois après le naufrage du paquebot et Gibson s'est astreinte à porter les mêmes chaussures et les mêmes vêtements qu'elle avait pendant la catastrophe. Le film a connu un grand succès à l'époque, mais la seule copie connue de celui-ci a fini par être détruite dans un incendie. Une nouvelle intitulée Futility a été publiée 14 ans avant le naufrage du Titanic et elle semblait avoir prédit tout l'incident. L'intrigue était centrée sur un navire fictif au nom prédestiné de Titan, qui sombrait pendant sa traversée. Le Titan avait presque la même taille que le Titanic, et tous deux coulaient en avril. Et la raison en était, pour l'un comme pour l'autre, qu'ils avaient heurté un iceberg. Les 2 navires, réels et fictifs, étaient décrits comme insubmersibles, et tous deux disposaient pourtant du nombre de canaux de sauvetage légalement requis, qui, comme il s'est avéré plus tard, étaient loin d'être suffisants. Nous l'avons bien vu dans le film, mais des histoires d'amour véritables se sont aussi déroulées sur le Titanic. 13 couples ont même entrepris la traversée dans le cadre de leur lune de miel. L'un de ces couples était même propriétaire du grand magasin Macy's à New York. Lorsqu'il est devenu évident que le Titanic sombrait rapidement, l'épouse a refusé de monter dans un canot de sauvetage sans son mari. Mais il ne voulait pas la rejoindre tant qu'il y avait encore des femmes et des enfants qui, selon lui, auraient dû partir en premier. Sa femme a alors cédé son manteau à ses domestiques et elle a insisté pour qu'elle prenne sa place dans le canot de sauvetage. La dame, quant à elle, a décidé de rester avec son mari jusqu'à la fin. Certaines personnes pensent que le Titanic a coulé à cause d'une momie et non d'un iceberg. Tout a commencé près de 1000 avant Jésus-Christ avec une femme mystérieuse qui vivait alors en Égypte, dans la ville de Thèbes. On savait peu de choses sur elle, mais on a déduit qu'il s'agissait d'une prêtresse. Sa momie avait été placée dans un sarcophage de bois et recouverte d'un lourd couvercle orné de son visage et de quelques inscriptions mystiques. L'emplacement de sa tombe était resté secret jusqu'à la première moitié du 19e siècle, lorsqu'un groupe d'habitants est tombé dessus par hasard, mettant fin à des millénaires de tranquillité. Personne ne sait comment, mais la momie a disparu ce jour-là sans laisser de traces. Quelques décennies plus tard, un groupe de riches amis anglais qui s'étaient rendus en Égypte a retrouvé le fameux sarcophage de cette momie, dont les yeux sombres semblaient contempler l'éternité. Ils ont décidé de l'acheter, mais l'acheteur a disparu la nuit même avant d'avoir pu conclure l'affaire. Tous les membres du groupe ont connu des accidents de leur côté. Le sarcophage est passé de main en main plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il finisse, comme certains le pensent, sur le Titanic. Il aura fallu plus de 70 ans à un robot sous-marin pour retrouver les ruines de ce navire légendaire. L'épave repose à près de 4000 mètres sous la surface de l'océan Atlantique, scindée en 2 moitiés. Pourquoi le paquebot s'est-il brisé? Personne ne le sait exactement. Certains pensent que c'est arrivé à cause de l'eau qui s'est infiltrée à l'intérieur lorsque le navire est entré en collision avec l'iceberg. La pression était si puissante qu'elle aurait fendu le Titanic en 2 en commençant par la structure inférieure du navire. D'autres affirment que ce sont les rivets de la coque qui sont responsables. Ils avaient une forte concentration de scories métalliques, les résidus de la fusion. Et c'est quelque chose qui peut affaiblir le métal. Le navire présentait de nombreux défauts de manière générale, à commencer par sa conception. Les cloisons étanches n'étaient pas complètement scellées sur le dessus. Cela a permis à l'eau de circuler entre les compartiments et au final, de couler le navire tout entier. Le fer des rivets et l'acier de la coque ont été mis à rude épreuve à cause de leur forte teneur en soufre, des températures glaciales et des vitesses élevées. L'acier a éclaté et les rivets se sont détachés assez facilement. À cause de cela, le Titanic a coulé 24 fois plus vite qu'il ne l'aurait fait autrement. Et si le navire avait heurté l'iceberg de plein fouet, au lieu de le percuter de flanc, il serait probablement resté à flot. Comment se fait-il que les membres de l'équipage n'aient pas eu de jumelles? Cela les aurait sûrement aidés à repérer l'iceberg à temps et peut-être même à éviter la catastrophe. Mais les instruments d'optique du Titanic étaient enfermés dans un compartiment de rangement. Seul un membre de l'équipage en avait la clé, et il avait été transféré du navire juste avant son départ. Il a admis plus tard qu'il n'avait pas pensé à restituer cette clé.
Mais même sans jumelles, le navire aurait pu avoir le temps de changer de cap et d'éviter la collision si l'équipage avait été prévenu à temps. Et c'est là le problème. Quelqu'un les avait bel et bien prévenus. Environ 1 heure avant l'incident, un navire qui était relativement proche du Titanic, le SS Californian, a envoyé un message pour les informer qu'il s'était stoppé à cause d'un champ de glace dense. Mais l'avertissement n'est jamais parvenu au capitaine du Titanic. Certains experts pensent que c'est parce que l'opérateur radio n'a tout simplement pas réalisé l'urgence. Et plus tard, le SS Californian a déclaré qu'il n'avait pas reçu d'appel à l'aide du Titanic en retour, car leurs opérateurs n'étaient pas en service. Certains estiment que l'équipage du Titanic aurait pu ne pas repérer l'iceberg à temps à cause d'une illusion d'optique. Les conditions atmosphériques de cette nuit-là auraient provoqué une super réfraction, ce qui aurait pu camoufler l'iceberg. Après tout, personne n'a réellement vu l'iceberg jusqu'à ce qu'il soit trop près du navire pour pouvoir en éviter la collision. Il ne s'est même pas écoulé 1 minute entière entre le moment où ils ont aperçu l'iceberg et le crash en lui-même. 37 secondes pour être précis. Rester longtemps dans une eau à 15 degrés Celsius n'est ni très agréable, ni bon pour ta santé. Mais une eau à 10 degrés Celsius est un véritable cauchemar. Elle semble beaucoup plus froide que l'air à la même température. Les passagers du Titanic étaient dans une eau à moins 2 degrés Celsius. Peux-tu imaginer à quel point il faisait froid? Même l'iceberg que le Titanic a heurté était plus chaud. L'eau n'a pas gelé à cause de sa forte teneur en sel. Mais que se serait-il passé si la température avait été plus élevée? Et si le Titanic avait coulé dans de l'eau chaude, disons à 49 degrés Celsius? En théorie, cela aurait pu se produire si les eaux de l'Atlantique Nord avaient rencontré un sous-courant chaud provenant de la partie sud de l'océan le jour de la catastrophe. Mais cette chaleur n'aurait pas été suffisante. La zone océanique est trop vaste et la température est trop basse la nuit. Le sous-courant chaud à lui seul n'aurait pas fait de différence pour les personnes qui étaient dans l'eau. Mais si le Titanic avait coulé à un autre endroit à un moment précis, alors toutes les personnes auraient peut-être pu être sauvées grâce à un incroyable phénomène naturel. Et maintenant, tout le monde à bord, notre voyage dans un univers parallèle commence. C'est une nuit sans lune du 14 au 15 avril. Le Titanic heurte un iceberg. L'eau glacée inonde les ponts inférieurs. Le capitaine envoie un signal de détresse. Le navire le plus proche, le Carpathia, se trouve à 93 km du Titanic en train de couler. À vitesse maximale, le Carpathia y arrivera en 4 heures. C'est assez long, même dans des eaux tropicales chaudes, puisque ton corps perd de toute façon de la chaleur. Le Titanic commence à couler. L'équipage descend les canots de sauvetage. Certains des passagers sautent par-dessus bord. Le bateau est en train de sombrer. Il n'y a plus de canaux, alors tu sautes avec les autres passagers. Tu as l'impression d'avoir pénétré dans un énorme iceberg. L'eau est si froide qu'il est difficile pour toi de bouger. Tu ne peux même pas crier, car il n'y a pas d'air dans tes poumons. Mais à ce moment-là, tu sens une chaleur agréable qui vient des profondeurs. La chaleur monte au-dessus de tes genoux et de ta taille, puis atteint ton cou. Enfin, tu reprends le contrôle de tes muscles et tu peux respirer profondément. Tu remarques que tous les autres passagers ressentent la même chaleur. L'eau se réchauffe. Cela te rend heureux. Mais en un instant, l'horreur remplace le plaisir. L'océan commence à écumer. Et pas à cause de la température élevée, mais parce que quelque chose monte du fond de l'océan. Tu entends un son lourd et grave venant des profondeurs. Ce n'est pas le Titanic qui coule, mais quelque chose de plus grand. Tu peux voir un énorme iceberg à proximité. Il est en train de fondre et un énorme morceau s'en détache. 1 million de bulles apparaissent à la surface. Puis, tu sens quelque chose te frapper à la jambe. Des milliers de roches étrangement légères surgissent d'en dessous. Il y a aussi des plaques massives parmi elles. Les gens les utilisent comme des radeaux de sauvetage. Tu grimpes sur l'un de ces rochers et regardes le paquebot. Il ne coule plus puisque toute l'eau bouillonne et le pousse maintenant vers le haut. Tu saisis l'une des pierres et tu comprends tout. C'est de la pierre ponce. Un volcan sous-marin s'est réveillé juste sous le navire. Des milliers de tonnes de roches volcaniques flottent à la surface. Lorsqu'il entre en éruption, son magma secoue tout l'espace, réchauffe l'eau et détruit les fonds marins. Mais cela n'entraîne rien de destructeur à la surface. L'énorme pression de centaines de millions de litres d'eau annule la puissance du volcan. Les roches fondues de la croûte terrestre sont pressées contre le fond marin et la pierre ponce remonte à la surface.
Voici pourquoi cela se produit. La partie supérieure de la Terre est constituée de nombreuses parties solides, les plaques tectoniques. Ces plaques entrent en collision les unes avec les autres et se divisent. Lorsqu'une partie se sépare d'une autre, le magma remonte immédiatement et chaque volcan est un de ces sites de faille instables. Si le Titanic avait navigué au-dessus d'une de ces zones pendant une éruption, de nombreux passagers auraient été sauvés. De retour dans notre univers parallèle, tu remarques que le Titanic recommence à couler. L'eau ne fait plus de bulles. Le volcan s'est éteint. En quelques secondes, l'océan redevient glacial. Heureusement, tu as ton canot de sauvetage en pierre-ponce. C'est suffisant pour attendre les sauveteurs. Mais imaginons une situation sans volcan sous-marin et sans iceberg. Une situation où l'eau était chaude dès le début. L'une des turbines du compartiment moteur du navire tombe en panne. Plusieurs tuyaux éclatent à cause de la pression accrue et il y a maintenant une fissure dans le corps du navire. L'eau remplit les ponts inférieurs. Le navire coule. Les passagers sont évacués sur des canots de sauvetage. Il y a moins de panique car la nuit est chaude et personne n'a froid. Chaque passager reçoit un gilet de sauvetage. Le navire se brise. Tu comprends que tu dois sauter. Le Titanic s'enfonce sous l'eau. De nombreux passagers tombent par-dessus bord, horrifiés. Ils plongent dans l'océan sombre et remontent immédiatement à la surface. La panique et le chaos total prennent immédiatement le dessus. Le navire disparaît dans l'obscurité et finalement, tout est silencieux. Quelques minutes passent et tu remarques que la panique est passée. L'eau est chaude. Presque tous les passagers ont des gilets de sauvetage. Quelqu'un flotte sur quelques planches venues du bateau. Après quelques heures, l'eau ne semble plus aussi confortable. L'océan absorbe la chaleur de ton corps. Pour se réchauffer, les passagers nagent plus près les uns des autres en formant un cercle serré. Il est maintenant tout à fait possible d'attendre 2 heures de plus que les sauveteurs arrivent. Les personnes sur les canots de sauvetage s'approchent et prennent à bord ceux qui ont froid. Les passagers se relaient. 20 minutes dans l'eau, puis 20 minutes dans un canot. Il est essentiel de ne pas enlever tes vêtements. Même une tenue mouillée aide à garder ton corps au chaud plus longtemps. Et quand il semble que tout le monde est sauvé, quelqu'un crie. Une fille dans un canot a l'air effrayée. Elle tremble de peur et pointe son doigt vers l'eau noire. Les passagers essaient de voir ce qu'il y a et remarquent un aileron triangulaire. 1, 2, 3, il y en a tellement! Le bruit du bateau qui coule a attiré un banc de requins. Et maintenant, ils tournent autour des survivants dans l'espoir d'assouvir leur faim. Ils nagent lentement. On dirait qu'ils ne vont pas attaquer. Mais tu dois garder les yeux ouverts car ces poissons font partie des requins les plus agressifs et les plus dangereux du monde. Ce sont des requins bulldogs. Ils peuvent être agiles, rapides et imprévisibles. Ils ne nagent pas dans les eaux froides de l'Atlantique, mais l'eau de cet univers parallèle est parfaite pour eux. Les requins sont forts et robustes. Ils créent l'illusion de la lenteur pour tromper leur proie. On les appelle requins bulldogs à cause de leur museau court et émoussé comme celui d'un de ces chiens. Et ils aiment frapper leurs cibles ou d'autres requins avec leur front. Plusieurs d'entre eux éperonnent les canots. Quelqu'un tombe à l'eau. Heureusement, d'autres l'aident à remonter à bord. Les requins ne vont pas battre en retraite. Le chaos et la panique reprennent. Les gens crient et éclaboussent l'eau avec des pagaies pour faire fuir les poissons. Mais cela ne sert à rien. L'un des requins ouvre sa gueule bardée de dents et s'accroche à un canot. À ce moment-là, tu remarques d'autres ailerons à proximité. Un groupe de grands requins blancs arrive à la fête. Ils font partie des animaux les plus dangereux de la planète. Ils sont grands, rapides et forts, et leurs 300 dents triangulaires alignées sur plusieurs rangées sont tranchantes comme des lames de rasoir. Les grands blancs nagent autour des canots et font fuir les requins bulldogs. Tu tombes d'un canot et tu vois un grand aileron s'approcher de toi. La peur réveille l'instinct de survie qui sommeille en toi. Tu fais de ton mieux pour nager le plus loin possible du requin. Bien sûr, c'est inutile car le requin est beaucoup plus rapide et t'attrapera certainement. Tu sens ton pied toucher le nez du requin. L'autre pied entre dans sa gueule. Tu hurles d'horreur. Après une seconde, le requin te laisse partir. Les grands requins blancs attaquent rarement les gens. S'ils te mordent, c'est juste pour te goûter. Après tout, la proie favorite du requin est le phoque. Il se désintéresse simplement de toi s'il se rend compte que tu n'es pas un phoque. Mais si le requin est affamé, le type de proie que tu es n'a aucune importance pour lui. Heureusement pour toi, celui-ci ne l'est pas. Les survivants dans les canots n'ont presque rien à craindre non plus. Les grands requins blancs ne les attaquent pas. Ils peuvent pousser légèrement les canots, mais seulement pour les tester.
Le grand requin blanc s'éloigne de toi à la nage. Mais un requin bulldog réapparaît, et on dirait que lui a faim. Il nage vers toi, ouvre sa gueule et... Une forte corne de navire retentit. C'est le RMS Carpathia qui est arrivé à la rescousse. Tous les requins battent en retraite, effrayés. Tous les passagers sont sauvés. Au fait, de retour dans notre réalité, un autre navire qui se trouvait à proximité aurait pu sauver les passagers bien plus tôt. Mais ça, c'est une autre histoire. Tu connais SOS, pas vrai? 3 points, 3 barres obliques et 3 autres points. C'est un signal assez facile à capter en morse qui signifie « Save our souls », sauver nos âmes, ou « Save our ship », sauver notre navire. L'équipage du légendaire Titanic a désespérément essayé d'envoyer ce signal pendant 2 heures dans la nuit du 14 avril 1912. Il y avait d'autres navires non loin de l'endroit où l'iceberg a détruit le puissant Titan des mers, mais l'appel à l'aide semble avoir disparu avant de pouvoir les atteindre. Le navire de passagers SS Mount Temple a bien capté un signal et a essayé de répondre, mais le Titanic n'a jamais reçu la réponse. Alors, qu'est-ce qui a réduit au silence les appels au secours du navire? Un triangle des Bermudes inconnu de l'Atlantique Nord? Considère ceci. Des témoins ont dit que le ciel était illuminé par une brillante aurore boréale lors de cette froide nuit fatidique. Magnifique, oui, mais ce jour-là, les aurores boréales ont peut-être scellé le destin du Titanic pour de bon. Vois-tu, l'aurore boréale se forme grâce aux orages géomagnétiques. Cela semble compliqué, mais il s'agit essentiellement de fluctuations de la sphère magnétique terrestre. Et c'est le Soleil lui-même qui les cause. Le magnétosphère est comme une bulle protectrice qui entoure notre planète. Elle empêche les rayons solaires nocifs, les vents et autres dangers cosmiques de nous atteindre. Sans elle, la vie sur notre planète ne serait pas possible. La Terre ressemblerait davantage à Mars. Il faut aussi remercier les boussoles qui pointent vers le nord. Les experts savent que la magnétosphère terrestre affecte les équipements de navigation, ou les perturbe. Ce qui nous ramène au Titanic. Récemment, une chercheuse en météorologie, Mila Zinkova, a proposé une théorie selon laquelle les éruptions solaires qui ont provoqué un orage géomagnétique auraient pu jouer un rôle majeur dans la disparition prématurée du Titanic. Les éruptions solaires se manifestent sur Terre tout le temps. Certaines personnes sont particulièrement sensibles aux orages magnétiques qu'elles provoquent. Ces derniers peuvent ressentir de la faiblesse, de la fatigue, des maux de tête et même des sautes d'humeur. Les jours habituels, la pression est la même des deux côtés. La magnétosphère bloque toutes les mauvaises choses et nous sommes tous heureux. Mais parfois des explosions se produisent sur le Soleil. Elles peuvent être massives de la taille de la Terre. Ces éruptions projettent une vague de particules chargées qui entrent en collision avec la magnétosphère à une vitesse élevée. Notre bulle protectrice se met alors en défense. Elle se rétrécit, se déforme et pousse ces particules vers les pôles. Cela crée des lumières brillantes qui dansent dans le ciel. Dans le nord, nous connaissons ces lumières sous le nom d'aurore boréale. Dans le sud, aurore australe ou les lumières du sud. Lorsque la magnétosphère pousse ces particules solaires et cosmiques vers les pôles, elle entre en collision avec des molécules de différents gaz. C'est pourquoi tu as cette gamme de couleurs. Par exemple, l'oxygène peut être vert ou rouge selon la distance, et l'azote est bleu ou violet. Ce que plusieurs personnes, y compris le second officier du navire de sauvetage Carpathia, ont vu cette nuit-là, était exactement ce phénomène. L'officier l'a noté dans le journal de bord avant de recevoir l'appel de détresse du Titanic. Mais attends, je vais un peu trop vite. Les aurores sont d'un signe visible d'un orage géomagnétique. Maintenant, parlons des équipements de navigation. Cela s'applique aux satellites et aux appareils de radiofréquence. Rappelons-nous qu'à l'époque du Titanic, il n'y avait pas d'iPhone. Du coup, le citoyen moyen ne pouvait pas remarquer que ces gadgets se déréglaient. Mais les appareils de navigation et le télégraphe sans fil existaient et étaient activement utilisés. Flashback, période du Moyen-Âge, lorsque les marins remarquaient que certains jours leur boussole se détraquait. Les flèches tournaient alors dans toutes les directions et les gens de l'époque ne savaient pas pourquoi. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que des scientifiques français ont découvert que ces jours problématiques se produisaient en même temps que l'apparition de taches noires sur le Soleil. Les éruptions solaires. Le mystère était résolu. Mais le Titanic disposait de l'équipement radio le plus avancé et le plus réputé de l'époque. Ils l'ont testé minutieusement pour s'assurer qu'il fonctionnait sur des distances allant jusqu'à 3200 km. Le Titanic a réussi tous les tests. Le 10 avril 1912, l'énorme paquebot a quitté Southampton et s'est mis en route pour New York. Dès le lendemain, l'équipage a commencé à recevoir les premiers rapports sur les icebergs et les champs de glace à la dérive. Ils ont mis des points sur la carte pour marquer les coordonnées et ont poussé un soupir de soulagement. Tous les points problématiques se trouvaient au nord de l'itinéraire prévu pour le Titanic, mais au bout de quelques jours, les avertissements ont commencé à se déplacer de plus en plus vers le sud, s'approchant dangereusement du majestueux navire. Le 14 avril 1912, le capitaine Edward Smith a décidé de changer de cap vers le sud dans l'espoir de contourner la glace. Cela s'est avéré être une énorme erreur, pénétrant directement dans l'orage magnétique.
Si les équipements de navigation étaient déréglés, ne serait-ce que par une petite erreur d'un demi-degré, le capitaine pouvait se tromper en amenant le navire droit vers un amas d'iceberg. Pire encore, les opérateurs radio ont ignoré les avertissements provenant des autres navires. Cela ou alors ils ont simplement oublié de les transmettre au capitaine. En tant que contractants, embauchés par la compagnie de radio, ils étaient plus intéressés par la transmission de télégrammes payés par les passagers du luxueux paquebot. L'émetteur radio est resté hors service ce soir-là, probablement à cause de tout ce petit trafic privé. Quand il a finalement été réactivé, l'opérateur Jack Phillips a reçu un autre message du SS Californian à 22h30. Leur opérateur tentait d'avertir Phillips des coordonnées des icebergs à la dérive. Mais il n'aura pas prêté attention, il était nerveux et pressé. L'orage magnétique était-il responsable de ses nerfs fragiles et de sa mauvaise humeur ? Nous ne pouvons que le spéculer. Mais comme tu le sais, certaines personnes sont plus sensibles à ce genre de choses. Le temps était clément, l'océan était calme, l'eau était parfaitement lisse. Malgré tous les avertissements, le navire a continué à naviguer à une vitesse maximale de plus de 40 km/h. Une heure plus tard, le Titanic est entré en collision avec le tristement célèbre iceberg. Le 15 avril, à minuit 14, au beau milieu de la nuit, les opérateurs du Titanic ont commencé à transmettre les premiers signaux d'urgence. Le SS Californian naviguait à seulement 32 km du Titanic. Il aurait pu facilement venir à son secours. Mais 10 minutes avant la catastrophe, l'opérateur radio du Californian était parti se coucher. Il était le seul sur le navire à comprendre le code Morse. Selon cette nouvelle théorie, les anomalies magnétiques ont peut-être bloqué les messages du Titanic vers d'autres navires. Par exemple, le navire à vapeur SS La Provence n'a reçu aucun signal du navire en perdition. Pourtant, il recevait toujours des transmissions d'un autre géant, l'Olympique, qui se trouvait à 800 km du Titanic. Cette nuit-là, les signaux étaient étranges. Ils se sont simplement perdus quelque part dans l'espace, ou ils étaient comme une énigme complexe, impossible à résoudre. Le SS Mount Temple a bien reçu un message et s'est précipité au secours du Titanic. Mais le destin a voulu que le bateau de sauvetage soit bloqué dans la glace. Il est arrivé aux dernières coordonnées connues du Titanic, mais le luxueux paquebot n'était pas visible. Les coordonnées étaient-elles correctes ? Le bateau à vapeur Carpathia se trouvait à environ 100 km de là. À 12h30, leur opérateur radio a dit à l'équipage du Titanic qu'il se précipitait pour l'aider. Le Carpathia, le navire célèbre pour être venu à son secours, naviguait à toute vitesse. Mais voici le plus étrange, au début ils se sont trompés d'endroit. L'orage magnétique aurait pu perturber l'équipement. La bonne nouvelle, c'est que le bateau a fini par atteindre le bon endroit quand ils ont vu les canots de sauvetage remplis de passagers. Il est intéressant de noter qu'une fois de retour au port, aucun problème n'a été détecté avec l'équipement du Carpathia. La panne s'est produite juste autour du site de l'épave. L'enquête qui a suivi a accusé des radioamateurs d'avoir bloqué les signaux. Aujourd'hui, nous avons peut-être bien une autre piste. Zinkova explique qu'à l'époque, il ne savait pas exactement comment et dans quelle mesure le Soleil influençait la Terre. Personne n'aurait pu deviner que le Soleil pouvait altérer l'équipement de navigation de ces énormes vaisseaux, surtout celui qui possédait alors le nec plus ultra de son époque. Il existe une autre théorie selon laquelle la Lune aurait pu jouer un rôle. Certains chercheurs affirment qu'en janvier 1912, notre satellite naturel était plus proche de la Terre que la normale. Il a provoqué de très fortes marées et fait monter le niveau de la mer. Chaque année, des icebergs se détachent du Groenland et s'arrêtent autour de Terre-Neuve. Mais pas cette année-là. L'augmentation du débit d'eau les a poussés plus loin pendant 3 mois. Et en avril, ils se sont retrouvés en plein sur le trajet des navires transatlantiques. Malheureusement, c'était un ensemble de circonstances désastreuses pour le Titanic. Personne n'aurait jamais pu imaginer que l'insubmersible Titanic entrerait en collision avec un iceberg, à l'exception d'un homme, William Thomas Stead. Enfin, pas comme ça, d'un coup, bien entendu. Ce n'est pas comme s'il s'était réveillé en sursaut un beau jour en imaginant le désastre du Titanic. Il a plutôt écrit une nouvelle édifiante, intitulée « Comment le paquebot postal sombrera au milieu de l'Atlantique par un survivant le 3 mars 1886 », soit 26 ans avant le naufrage du Titanic. Récapitulons brièvement. Le Titanic se rendait à Southampton, à New York, à travers l'Atlantique Nord en avril 1912. Le navire a heurté un iceberg et moins de 3 heures plus tard, il était complètement submergé. Sur les 2208 personnes à bord, seuls 706 ont survécu, en raison du nombre limité de canaux de sauvetage et de l'eau glacée. Un autre navire de passagers, le Carpathia, a entendu son appel de détresse, recueilli les survivants et les a ramenés sains et saufs à New York.
La nouvelle écrite par William Stead raconte l'histoire de Thomas, un marin britannique qui monte à bord d'un paquebot à destination des États-Unis. À un moment donné, le protagoniste se rend compte qu'il n'y a pas assez de canaux de sauvetage pour tout le monde à bord du navire, au cas où quelque chose se produirait. Quelques jours plus tard, un épais brouillard cache toute visibilité. Le navire joue clairement de malchance, puisqu'il entre en collision avec un vaisseau errant, tout comme le Titanic a heurté son iceberg. Seuls 200 des 916 passagers parviennent à atteindre les États-Unis sains et saufs. Le personnage principal réussit néanmoins à survivre en sautant à l'eau et en grimpant dans l'un des canaux de sauvetage. On pourrait penser que cette histoire aurait incité tous les armateurs à ajouter des canaux de sauvetage supplémentaires sur les navires. Mais malheureusement, elle a reçu très peu d'attention lors de sa publication. Encore plus tragique, William Thomas Stead se trouvait à bord du Titanic lorsqu'il a coulé, et il n'a pas survécu. Les survivants qui avaient fait la connaissance de Stead ont mentionné que c'était un homme affable qui aimait beaucoup discuter pendant les repas. Il admirait la conception du navire et louait sa robustesse. Des témoins ont également relaté qu'il s'était montré digne d'éloges alors que le navire sombrait, en cédant son gilet de sauvetage à un autre passager. Journaliste de métier, il se rendait à New York pour une cérémonie. L'une de ses plus importantes contributions au journalisme moderne aura été l'emploi d'illustrations dans chacun de ses articles. Il a également introduit les interviews de presse qui sont encore utilisées aujourd'hui, de même que les illustrations. Mais cette histoire n'était pas le seul ouvrage à avoir prédit une telle catastrophe. Morgan Robertson était un auteur et un ancien capitaine de navire qui écrivait des nouvelles et des romans. Son œuvre la plus remarquable est Le naufrage du Titan. Elle est également connue sous le nom de Futility. Le livre a été écrit en 1898, soit 14 ans avant le Titanic. Il s'agit d'une fiction relatant l'aventure du Titan, un paquebot similaire au Titanic, qui traverse l'Atlantique Nord. Par une incroyable coïncidence, le Titan est aussi rapide que le Titanic et partage de nombreuses autres similitudes avec lui, comme sa taille ou sa conception. Le livre le décrit comme insubmersible et comme le plus grand navire à jamais fendre les mers. Et c'est aussi ce que l'on disait du Titanic. Une autre similitude étrange est le nombre limité de canaux de sauvetage dont il dispose. L'histoire se déroule en avril, et c'est à ce moment-là que le Titanic a justement commencé son voyage et heurté un iceberg. L'histoire du Titan mentionne également que presque personne ne survit à l'horrible accident. Contrairement à l'histoire de Stead, le protagoniste de Robertson emprunte un chemin différent. Le naufrage du Titan se produit quelque part au milieu du livre. Ainsi, après la catastrophe, le personnage principal poursuit sa vie. Ce livre est revenu sur le devant de la scène après le désastre du Titanic. Comment quelqu'un pouvait-il décrire avec autant de précision les événements qui se dérouleraient près de 10 ans plus tard ? Beaucoup ont commencé à croire que Robertson pouvait deviner l'avenir. Mais en réalité, Robertson s'y connaissait tout simplement en navire. Il lui aura été facile de décrire les détails les plus infimes sans faire de recherches supplémentaires. En réalité, l'une des plus grandes menaces pour les navires de l'époque était de heurter un iceberg ou d'entrer en collision avec d'autres navires. L'histoire suivante semble quelque peu mystérieuse. Un jour, Alex Mackenzie a entendu une voix qui l'a averti de ne pas monter à bord du Titanic. Mais quand il s'est retourné, il n'y avait personne. Alors qu'il continuait de marcher, la voix lui a parlé de nouveau. Mais cette fois, elle était plus forte et plus distincte. Il a pris l'avertissement au sérieux et décidé d'annuler son voyage et de retourner à Glasgow, en Écosse, sa ville natale. Ses grands-parents n'étaient pas très contents de le retrouver au bercail plutôt qu'à bord du Titanic. Après tout, le billet coûtait très cher. Cette déception s'est très vite dissipée lorsqu'ils ont appris que le navire avait heurté un iceberg. John Coffey était membre de l'équipage du Titanic, mais il a décidé d'abandonner le voyage lorsque le paquebot s'est arrêté dans sa ville natale de Queenstown, en Irlande. Sa voix intérieure lui a dit de quitter le navire, ce qu'il a fait. Il n'avait que 23 ans à l'époque. Et pour quelqu'un de son âge, ça aurait pu être un coup de pouce majeur à sa carrière et une occasion de s'épanouir. Toutefois, cette horrible tragédie n'a pas empêché notre homme de signer à bord du RMS Mauritania, quelques mois seulement après le naufrage du Titanic. Tu parles d'un engagement. Des informations supplémentaires ont été dévoilées sur ce qui a pu contribuer au désastre du Titanic. Les constructeurs ont insisté sur le fait que le navire était insubmersible, mais de nombreuses personnes ont ensuite émis l'hypothèse que les plaques d'acier du navire étaient trop fragiles pour les eaux glaciales de l'Atlantique. Cela a pu faire sauter les rivets, permettant à l'eau de l'océan de s'infiltrer à l'intérieur. Une autre théorie veut qu'un incendie se soit déclaré sous les ponts du Titanic, qui aurait fait rage pendant 3 semaines avant le voyage. Ce feu aurait pu ramollir l'acier, permettant à l'iceberg de le déchirer comme un couteau dans du beurre.
Certaines photos prises avant que le navire ne parte en voyage montrent des marques noires sur la coque, qui pourraient avoir été causées par le feu. Quoi qu'il en soit, l'iceberg aurait de toute façon causé des dommages importants, qu'il y ait eu un incendie ou non. Certaines personnes blâment également les concepteurs du Titanic. Le navire avait été construit avec de grands joints à sa base, qui se sont probablement rompus facilement lors de la collision. Bien sûr, ce ne sont là que des théories, mais nous savons avec certitude que l'iceberg était l'antagoniste principal de ce drame et que les travaux de Stead et Robertson auraient dû être pris au sérieux. Quoi qu'il en soit, cela servira de leçon à l'avenir et permettra d'éviter des tragédies similaires. Au fait, les paquebots et les navires de passagers n'existeraient pas sans Thomas Newcomen. En 1712, il a inventé un moteur à vapeur si puissant qu'il pouvait produire suffisamment d'énergie pour propulser un navire. Et c'est un siècle plus tard, en 1819, que le premier bateau à vapeur a traversé l'océan Atlantique jusqu'à Liverpool au Royaume-Uni. Il ne lui aura fallu que 29 jours pour traverser l'océan. L'industrie maritime du transport de passagers a connu un essor au début des années 1900, lorsqu'il est devenu plus facile pour les gens d'émigrer en Amérique ou de partir en vacances. Au fil des décennies, l'avion a fini par supplanter les navires de passagers, car les aéronefs étaient plus rapides et plus efficaces. De nos jours, il est assez rare qu'un navire de passagers entre en collision avec quoi que ce soit en pleine mer. Les technologies modernes permettent de détecter tout ce qui pourrait constituer une menace et même de prévoir les tempêtes. De nos jours, les bateaux de croisière sont des géants comparés aux navires de l'époque du Titanic. Les navires d'aujourd'hui peuvent transporter près de 2 fois plus de passagers et disposent d'équipements dont les gens de l'époque ne pouvaient que rêver. La plupart de nos navires de croisière proposent plusieurs restaurants, plusieurs piscines et des salles de jeu où se détendre. Si vous êtes d'humeur à vous amuser, vous pouvez même assister à des spectacles. Et n'oublions pas la possibilité d'accueillir des hélicoptères. Aucune raison de s'inquiéter en cas de malaise. Des médecins de bord sont toujours là pour aider les passagers qui en ont besoin. Et ces navires ne vont que s'agrandir dans le futur. La différence entre le Titanic et un navire de croisière moderne est à peu près comparable à celle d'un Corgi et d'un Doberman. À son époque, le Titanic était le navire le plus grand et le plus avant-gardiste dont on puisse rêver. Alors, qui sait ce que l'avenir des paquebots de croisière nous réserve ? Il pourrait même finir par abriter des villes entières. Voilà qui ferait un très gros bateau. C'était le plus grand navire jamais construit à son époque, et il était censé être insubmersible. Mais quelques jours après avoir entamé son premier voyage, en 1912, le Titanic a disparu, loin sous les vagues impitoyables de l'Atlantique Nord. Des 2200 passagers et membres d'équipage qui se trouvaient à bord, seuls 706 ont survécu à cette terrible nuit. Un navire plus petit aurait-il mieux résisté dans la même situation ? La taille de l'iceberg a-t-elle été un élément clé dans le drame qui s'est joué ? La décision de changer de cap au tout dernier moment pour tenter d'éviter l'impact n'a-t-elle pas constitué une erreur fatale en définitive ? 3 si qui laissent en suspens plusieurs scénarios. Nous savons que le Titanic était considéré comme une merveille d'ingénierie à son époque. Conçu par Thomas Andrews pour la compagnie maritime britannique White Star Line, il mesurait un peu plus de 270 mètres de long et 53 mètres de haut. L'espace était suffisant pour abriter 840 cabines, une piscine, un cours de squash, un gymnase et 2 salles à manger. Mais c'est sous le pont que se trouvait l'une de ses nouvelles caractéristiques les plus impressionnantes. La coque du Titanic était divisée en 16 compartiments conçus pour être étanches. Jusqu'à 4 de ces compartiments pouvaient prendre l'eau en cas de brèche, les 12 autres aidant à maintenir le navire endommagé à flot. C'est grâce à ces compartiments que le navire était considéré comme insubmersible. Selon la rumeur, Philip Frank, le vice-président de White Star Line, aurait même déclaré « Il n'y a aucun danger que le Titanic coule. Le bateau est insubmersible et les passagers ne subiront au pire que des désagréments mineurs. » Les conséquences tragiques survenues le 14 avril 1912 ont pourtant démontré le contraire. Lorsque la glace a déchiré latéralement la coque du navire, plusieurs des compartiments étanches ont cédé. Il n'a fallu que 2h30 pour que le Titanic sombre. La taille de l'iceberg a-t-elle scellé le sort du paquebot ? Les icebergs ont une grande variété de formes et de tailles. Ces morceaux de glace se sont détachés des glaciers ou de la banquise de l'Arctique ou de l'Antarctique et errent sur l'océan jusqu'à fondre complètement. L'un des plus grands icebergs jamais découverts aurait facilement éclipsé le Titanic. Découvert en 1957, il mesurait 168 mètres de haut, soit presque autant que le Washington Monument.
Imagine un peu un navire percutant quelque chose d'aussi massif. Les icebergs plus petits, cependant, peuvent s'avérer tout aussi dangereux. Certains font en moyenne la taille d'une maison, ce sont des fragments d'iceberg. D'autres, plus proches de la taille d'une voiture, sont surnommés les bourguignons. Ces derniers peuvent être beaucoup plus difficiles à localiser et donc à éviter pour les navires. Bien que plus petits, ils peuvent produire beaucoup de dégâts en cas de collision. Il est essentiel de se rappeler que les icebergs sont toujours plus grands qu'ils n'en ont l'air à première vue. La majorité de leur masse est tapie sous la surface. En fait, c'est près de 80% du volume d'un iceberg qui se cache sous l'eau. La plupart de ces arêtes tranchantes et dentelées ne sont pas visibles. Approche-toi d'un peu trop près et tu risques fort d'endommager la coque de ton navire. Comme l'équipage du Titanic n'avait aucune idée de ce qui les attendait, un iceberg même plus petit et abordé selon le même angle aurait pu suffire à faire sombrer ce puissant navire. A l'inverse, s'il avait été plus grand, on l'aurait peut-être repéré suffisamment tôt pour effectuer les manœuvres nécessaires dans les temps et ainsi éviter l'impact. Mais manquer cet iceberg en particulier n'aurait toutefois pas garanti la sécurité du Titanic. Il naviguait dans une partie particulièrement dangereuse de l'Atlantique, appelée Allée des icebergs. Elle est située à 400 km à l'est et au sud-est de Terre-Neuve, au Canada. Un iceberg peut en cacher un autre, puis un autre, et ainsi de suite. L'équipage à bord aurait dû rester très attentif pour éviter d'autres collisions potentielles. Une embarcation plus petite pouvait être mieux adaptée à de telles conditions de navigation. La taille du Titanic était certainement un obstacle lorsqu'il s'agissait de le manœuvrer. D'ailleurs, il venait juste de quitter son quai à Southampton lorsqu'il a failli entrer en collision avec un autre paquebot plus petit, le SS New York, le manquant de 60 cm seulement. Le gigantesque navire à vapeur n'était pas fait pour opérer rapidement dans un espace restreint. Un paquebot de cette taille a besoin de temps et d'espace à sa mesure pour se mouvoir. Mais lors d'une rencontre entre un paquebot et un iceberg, la taille du bateau ne compte pas toujours non plus. L'Islander était un bateau à vapeur conçu pour voyager dans le passage intérieur en Alaska. Pendant l'été 1901, il a heurté un iceberg, entraînant la formation d'un trou au niveau de la proue. Le navire n'a pas coulé immédiatement et l'équipage a essayé de le conduire en sécurité. Finalement, sa proue a été complètement submergée et sa poupe s'est soulevée hors de l'eau. Il n'a pas fallu beaucoup plus de temps au bateau pour couler complètement. Sur les 168 passagers et membres d'équipage, 128 ont survécu. L'accident a également occasionné la perte de 3 millions de dollars en or. L'Islander avait une coque de 73 mètres, soit presque un quart de celle du Titanic. Sa taille réduite n'a visiblement pas joué en sa faveur face à l'iceberg. Et puis il y a eu le Hans et Toft en 1959. Également connu sous le nom de Petit Titanic ou de Titanic danois, il était considéré comme le navire le plus sûr à flot. Il mesurait 83 mètres de long avec 95 personnes à bord. Tout comme le vrai Titanic, le Hans et Toft avait été spécialement conçu pour faire face à la plupart des problèmes que la mer pouvait lui causer. En plus de son double fond en acier, il avait aussi une proue blindée et 7 compartiments étanches. Comment un tel navire pouvait-il couler? C'était manifestement possible. C'est arrivé lors de son premier voyage, au cours de son trajet de retour vers Copenhague. Le 30 janvier, il heurte un iceberg. Un SOS est envoyé, mais quand le Johannes Cruz arrive à son secours, le Hans et Toft était introuvable. La seule trace de son existence est une bouée de sauvetage rejetée sur le rivage en Islande 9 mois plus tard. Encore une fois, la taille réduite du navire ne l'a pas avantagé. Un Titanic de plus petite taille n'aurait pas garanti un voyage sûr en 1912. La dernière supposition concerne les choix de dernière minute une fois l'iceberg repéré et l'alarme déclenchée. D'abord, le Titanic aurait pu tenter un arrêt complet, mais cette option n'était pas réellement envisageable, car le navire avait besoin de près de 800 mètres pour s'arrêter. Et l'iceberg, lui, n'était qu'à 275 mètres. Ensuite, le Titanic pouvait essayer d'éviter l'iceberg en s'en éloignant. C'est d'ailleurs ce que le capitaine a ordonné. Mais la tentative a échoué, entraînant une profonde entaille sur la coque du navire. La dernière option, percuter l'iceberg de plein fouet. Cela aurait-il fait une différence ? La réponse est un intrigant « peut-être ». Certains pensent qu'une collision frontale aurait sauvé le Titanic. Dans ce scénario, la collision aurait limité les dégâts à l'avant du navire. Des prévisions ont montré que dans ce cas, seuls 4 des compartiments auraient été percés, permettant aux autres de remplir leur rôle et maintenir le Titanic à flot. Il aurait été probablement bloqué sur place, incapable de bouger, mais il serait resté à flot jusqu'à l'arrivée des secours.
Cela aurait pu laisser à un bateau comme le Carpathia, qui était dans les parages, suffisamment de temps pour atteindre le lieu de l'accident et mettre les personnes à bord en sécurité. L'un des concepteurs du Titanic, Edward Wilding, a fait une déclaration dans ce sens lors d'une enquête sur le naufrage. Il a affirmé que la plupart des gens auraient survécu à un choc frontal et que le Titanic lui-même n'aurait pas coulé. Mais d'autres experts ne partagent pas cette opinion. Tout d'abord, les cloisons spéciales du Titanic ont été conçues pour protéger le navire contre les collisions avec d'autres navires, pas avec des icebergs. Ces compartiments se froissaient lors de l'impact, absorbant une partie de la force, et l'autre bateau accuserait le reste du choc. Même avec des dégâts importants, les cloisons restantes maintiendraient le Titanic à flot. Seulement, un iceberg n'a pas la même capacité d'absorption en cas de collision avec un paquebot. La majeure partie de la force aurait été absorbée par le Titanic, ce qui aurait entraîné des dégâts considérables pour le navire. Pire encore, l'impact se serait répercuté sur toute sa longueur. Les rivets auraient sauté, les coutures se seraient déchirées. Enfin, les compartiments auraient rapidement été inondés et le navire aurait coulé encore plus vite, entraînant ainsi des morts supplémentaires. Quoi qu'il en soit, comme pour la plupart des questions impliquant des si, nous ne connaîtrons jamais vraiment la réponse. Aussi tragique qu'ait été le premier et dernier voyage du Titanic, il a eu pour effet des changements qui ont contribué à rendre les sorties en mer beaucoup plus sûres. Les conclusions des audiences sur la catastrophe ont conduit à la création de la Patrouille internationale des glaces en 1914. Une organisation qui surveille les icebergs dans les océans Atlantique et Arctique pour s'assurer qu'ils peuvent être évités par les navires dans la zone. Aux États-Unis et en Grande-Bretagne, les bateaux ont été contraints de transporter suffisamment de canots de sauvetage pour accueillir chaque personne à bord. Des entraînements réguliers d'utilisation des canots de sauvetage ont été rendus obligatoires. Les cloisons des navires ont été surélevées pour mieux empêcher l'eau de pénétrer et les fonds ont été étirés pour créer des doubles coques, contribuant à rendre les compartiments vraiment étanches. On ne peut pas nier que le Titanic a été une terrible tragédie, mais les leçons tirées de cette nuit mémorable ont certainement permis d'en éviter bien d'autres. 14 avril 1912. La nuit noire est remplie des sons affreux d'un vaisseau métallique géant se brisant en deux. Le plus grand navire de l'époque est entré en collision avec un iceberg qui se trouvait sur son chemin, le Titanic. L'une des plus grandes tragédies du XXe siècle dont les gens parlent encore. Le côté tribord du navire géant a frôlé l'iceberg. Il était 23h40 quand les choses ont commencé à mal tourner. Cet iceberg a causé suffisamment de dégâts pour qu'au moins 5 compartiments étanches de la coque commencent à se remplir d'eau. L'équipage a immédiatement lancé une brève enquête pour voir s'il pouvait faire quelque chose et réparer les dégâts. Il n'avait personne sur qui compter. Seul dans l'obscurité de la nuit froide, loin de toute terre, au beau milieu de l'océan Atlantique Nord, à environ 600 km au sud de Terre-Neuve. Ils avaient besoin de temps pour trouver comment mettre les passagers en sécurité. Et du temps, ils en avaient, mais pas assez. Si tu as regardé le film, tu sais que le navire n'a pas coulé immédiatement après que la rencontre avec l'iceberg se soit produite. Tout le processus a duré 2h40. Mais la situation était délicate. Il y avait 2200 personnes à prendre en charge, y compris l'équipage et les passagers, et le chaos régnait à bord. L'ingénieur en chef Thomas Andrew a vite compris qu'il ne pourrait pas rester à flot. À minuit, tout l'équipage a commencé à préparer les canons de sauvetage pour la mise à flot. Il disposait de 20 canaux avec de la place pour seulement 1178 personnes, ce qui représentait à peine plus de 50% des gens à bord. L'ordre était de mettre les femmes et les enfants en sécurité les premiers. Les membres d'équipage étaient là pour ramer et guider les canaux. Au cours des 2 heures suivantes, les choses ont commencé à s'intensifier progressivement. Les membres d'équipage avaient pour mission de réveiller les passagers et de les avertir que quelque chose de grave était en train de se produire. Ils voulaient les placer dans une flotte de canots de sauvetage le plus vite possible. À minuit 15, des membres de l'équipage ont envoyé un signal de détresse. Un navire à vapeur appelé le Frankfurt s'est trouvé parmi les premiers à recevoir ce message et à y répondre, mais il se trouvait à environ 274 km. D'autres navires ont également reçu le message et proposé leur aide, mais malheureusement, ils étaient trop loin. À minuit 20, le paquebot Carpathia de la compagnie Cunard
a reçu un signal de détresse du Titanic et a immédiatement changé de cap. Ils étaient alors à 58 miles nautiques de distance, soit 107 km, et il leur faudrait plus de 3 heures pour arriver. 20 minutes plus tard, l'équipage descendait le premier canot de sauvetage. Il ne transportait que 27 passagers, alors qu'il y avait de la place pour 65. Beaucoup des canots de sauvetage qui ont été lancés les premiers étaient remplis bien en dessous de leur capacité. Les membres de l'équipage étaient inquiets que les grues ne puissent pas supporter le poids d'un canot de sauvetage entièrement chargé. Et puis, au début, de nombreux passagers avaient tout simplement trop peur de quitter le navire. Ils pensaient encore que le Titanic était insubmersible et ne pouvaient pas imaginer le scénario qui allait se produire 1 à 2 heures plus tard. L'équipage a tiré la première des 8 fusées de détresse, sans succès. Personne n'était assez proche pour les aider. À 1h20, ils avaient fait descendre 10 canots de sauvetage. Le 8e ne contenait que 28 personnes. L'un des passagers du 10e était la petite Milvina Dean. Âgée de 9 semaines, elle deviendrait plus tard la dernière des survivantes, ayant vécu jusqu'en 2009 et atteint l'âge canonique de 97 ans. 2 heures du matin déjà, 3 canots pliables étaient les dernières embarcations de sauvetage restantes. La proue du navire s'était enfoncée très bas et avait basculé loin sous la surface. Les gens qui ne se trouvaient pas loin pouvaient à présent clairement voir les hélices de la poupe au-dessus de l'eau. Les membres de l'équipage étaient en train de descendre le canot de sauvetage pliable D depuis les quartiers des officiers, avec plus de 20 passagers à l'intérieur. Alors que la proue du navire s'enfonçait, l'eau emportait le canot A loin du pont. Ces 20 personnes se débattaient car leur embarcation était partiellement remplie d'eau. Pendant que les membres de l'équipage essayaient de libérer le canot pliable B, celui-ci est tombé. Avant qu'il ne le redresse, l'eau l'a emporté loin du navire. 30 passagers ont tout de même réussi à se mettre en sécurité sur le canot de sauvetage renversé. À 2h17, le radiotélégraphiste du navire a décidé de transmettre un dernier appel de détresse. 1 minute plus tard, la lumière du navire s'est finalement éteinte. Le Titanic et tous ceux qui restaient à bord ont plongé dans l'obscurité. La proue continuait de s'enfoncer et la poupe s'élevait plus haut au-dessus de la surface, ce qui exerçait une grande pression sur la partie centrale du navire. Des sons horribles emplissaient la nuit. Le Titanic, cet énorme navire légendaire dans lequel tant de gens avaient placé leurs espoirs, s'est brisé en deux entre la 3e et la 4e cheminée. Selon les rapports, il a fallu environ 6 minutes à la section avant pour atteindre le fond de l'océan. La poupe est retombée sur l'eau avant de s'élever à nouveau en position verticale. Elle est restée dans cette position jusqu'à ce qu'elle disparaisse finalement dans l'océan. À 2h20, la poupe avait apparemment conservé de l'air à l'intérieur et la pression de l'eau l'a écrasée pendant qu'elle descendait. La poupe a atterri à environ 600 mètres de la proue. Les gens considéraient le Titanic comme le paquebot le plus rapide du monde. Ils pensaient qu'il était insubmersible, car 4 de ses compartiments pouvaient être inondés et cela ne causerait toujours pas une perte critique de flottabilité. Mais sa vie aura été problématique dès le début. Alors que le navire quittait le port, il a frôlé de quelques encablures le paquebot New York. Il a réussi à passer sans encombre, ce qui a été un énorme soulagement pour tous les passagers inquiets massés sur les ponts du navire. Le Titanic a appareillé le 10 avril. Son premier voyage consistait à traverser la route très compétitive de l'Atlantique. Le jour du lancement, le Titanic est devenu le plus grand objet mobile de l'histoire de l'humanité. 269 mètres de long, 28 mètres de large. Pas si grand si tu le compares au navire d'aujourd'hui. Le plus grand bateau de croisière au monde actuellement est le Symphony of the Sea de la Royal Caribbean, qui fait à peu près 5 fois la taille du Titanic. Si tu mettais ce navire en position verticale, il serait presque aussi haut que l'Empire State Building, qui fait 380 mètres de haut sans antenne. Mais le Titanic était une énorme attraction à son époque. À un moment de leur voyage, il a fait escale en France, après quoi il a effectué un autre arrêt en Irlande. Une fois que les derniers passagers sont montés à bord, le gigantesque navire est parti à toute vitesse vers sa destination finale, New York. 4 jours après le début de son voyage, le Titanic n'a pas réussi à dévier sa trajectoire d'un énorme iceberg. L'histoire que nous connaissons tous. Seules 700 personnes ont survécu et la plupart d'entre elles étaient des femmes et des enfants. La nuit était extrêmement froide.
1h20 après que le Titanic fut descendu au fond de l'océan, les survivants n'étaient même pas sûrs que quelqu'un vienne les sauver. Finalement, ils ont aperçu de la lumière. C'était le Carpathia qui venait vers eux. Ils sont venus chercher les personnes dans les canots de sauvetage. L'équipage les a fait monter à bord et a sorti une poignée d'autres passagers de l'eau. De nombreux navires ont essayé de contacter le Titanic quelques heures après son naufrage. Leurs messages n'ont jamais reçu de réponse. Plus tard, lorsqu'une enquête a été menée sur ce qu'il s'était réellement passé, ils ont découvert que le paquebot Californian de la compagnie Leyland se trouvait à moins de 30 km lorsque le Titanic coulait. Mais l'équipage n'a pas entendu les signaux de détresse venant du Titanic car leur opérateur radio n'était pas en service. Les pays des deux côtés de l'Atlantique ont été choqués et horrifiés lorsqu'ils ont entendu les détails de ce qui était arrivé au Titanic. Ils ont décidé d'apporter des changements aux opérations des navires, des règles qui aideraient à éviter de tels événements à l'avenir. Ils ont organisé la première convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, où ils ont adopté des règles pour que chaque navire ait suffisamment de canots de sauvetage pour tous les passagers à bord. De plus, les exercices d'embarcation de sauvetage sont devenus obligatoires. Ils ont également décidé de créer une patrouille internationale des glaces. Son rôle principal était de surveiller les icebergs dans les voies de navigation de l'Atlantique Nord. Les navires devraient également assurer une veille radio 24 heures sur 24. Le Titanic n'a pas été construit seul, en raison de la taille de ce magnifique vaisseau et de tous les nouveaux équipements qu'il nécessitait. Il aurait été trop coûteux de le construire en un seul exemplaire. Alors l'entreprise a construit le Titanic en même temps que 2 navires jumeaux, et tous deux ont eu des vies mouvementées. Le RMS Olympique a été prêt en premier. Il a été lancé en 1910 et pendant une année entière, il a été le plus grand paquebot du monde. Le Britannic était un autre navire jumeau qui a navigué pendant un certain temps avant de finir lui aussi au fond de l'océan. Mais seul le Titanic est devenu une légende et l'une des histoires les plus fascinantes de l'histoire moderne. En 1854, le SS Arctic, le paquebot le plus rapide de son époque, a entrepris de traverser l'Atlantique. En naviguant à travers un voile de brume, il a lentement disparu dans l'inconnu. La Collins Line, une compagnie maritime américaine, a été créée en 1818 et n'a commencé à faire sérieusement du commerce transatlantique qu'en 1835. Ces bateaux à vapeur traversaient l'Atlantique de Liverpool à New York en seulement 10 jours. Cela ne semble pas très rapide aujourd'hui, mais à l'époque, le même trajet prenait plusieurs semaines à d'autres navires. Légers sur l'eau avec leur coque en bois, puissants grâce à un moteur à vapeur, ces bateaux étaient le choix préféré de nombreux personnages haut placés. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner avec un navire aussi perfectionné ? Voilà qui n'est pas sans rappeler l'histoire d'un autre navire que tout le monde croyait insubmersible. Mais revenons à la Collins Line. Elle est devenue un opérateur très performant sur les routes transatlantiques avec un seul concurrent, la Cunard's Line. Il s'agissait d'une compagnie britannique qui ambitionnait également d'être la principale force en présence à travers le passage de l'Arctique. En 1835, la Collins Line a reçu un nouveau navire qui s'est rendu à Liverpool et est revenu à New York avec la plus grosse cargaison jamais vue à l'époque. À partir de ce moment-là, la compagnie n'a cessé de croître. Il semblait qu'elle n'allait connaître que des succès futurs. Malheureusement, ces somptueux navires sont devenus coûteux à faire fonctionner, notamment à cause de la quantité de charbon utilisé. La puissance massive et les faibles coques en bois signifiaient qu'ils avaient besoin de nombreuses réparations après chaque voyage. Ainsi, chaque voyage a fini par coûter cher. Mais comme les navires étaient sûrs et avaient une excellente réputation, les gens étaient prêts à payer le prix. Et l'entreprise n'était absolument pas en crise. Ils avaient réussi quelque chose que personne n'avait réussi à faire avant eux. Leur navire traversait l'Atlantique en 10 jours seulement. Et Edward Collins, le propriétaire, était déterminé à maintenir le rythme. Les 5 navires de la compagnie surpassaient facilement ceux de la Cunard's Line, qui n'en comptait que 3. Forte de son succès, elle a attiré davantage l'attention. Bien que le navire de la Cunard était plus lent, avec leur coque en fer, ils pensaient qu'il y avait encore du profit à faire. Parmi les navires de Collins, l'Arctic, le 3e à avoir été lancé, était le plus grand, atteignant 87 mètres de long, avec 2 moteurs à vapeur à levier latéral, chacun d'une puissance de 1000 chevaux.
Les 16 roues à eau faisaient 16 tours par minute lorsqu'elle tournait à pleine vitesse. Au moment de son lancement, la presse l'a qualifié de « vaisseau le plus stupéfiant jamais construit aux États-Unis ». Mais tout le glamour et la gloire n'ont pas permis d'éviter ce qui allait suivre. Le 27 septembre, l'Arctique faisait son voyage de Liverpool à New York, naviguant à une allure rapide à travers l'épais brouillard. Il est possible qu'à ce moment-là, après 4 ans de voyage record, l'équipage ait pris trop confiance en sa navigation et en son navire. À seulement 80 km de Terre-Neuve, ils ont imprudemment poursuivi leur route dans le brouillard, sans contact radio, sans sonar, ni aucun autre moyen d'identifier de potentiels obstacles, équipés uniquement de codes Morse. Un navire de pêche plus petit, le SS Vesta, opérait souvent autour de Terre-Neuve. Il passait par le même chemin que l'Arctique et s'est écrasé sur son flanc. Choqué par la collision, le capitaine de l'Arctique a proposé son aide au Vesta, beaucoup plus petit. Mais il était vite devenu évident que les dégâts sur l'Arctique, qui semblaient mineurs, étaient en réalité sérieux. Sous la ligne de flottaison, un trou laissait entrer l'eau dans la coque. C'était le défaut d'une coque aussi légère et rapide. Ils se sont dirigés vers la terre ferme en essayant de colmater le trou. Mais ils ne s'en sortaient pas et l'eau de mer continuait à affluer, remplissant le navire qui s'enfonçait de plus en plus. Et finalement, une fois que la salle des machines a été pleine, les chaudières se sont éteintes, privant le navire de la puissance massive pour laquelle il était légendaire. Il a continué à naviguer lentement avant de s'arrêter complètement. Il continuait à couler et l'ordre a été donné de l'abandonner. À l'époque, le droit maritime autorisait l'Arctique à ne transporter que 6 canots de sauvetage, capables de sauver seulement 180 personnes. L'équipage et certains des passagers ont réussi à se frayer un chemin sur le pont et ont pris la plupart des sièges de ces canots. Mais le chaos régnait, et tout le monde a semblé oublier ses bonnes manières, ne laissant pas les femmes et les enfants embarquer en premier. Il a fallu 4 heures pour que l'Arctique coule. 150 membres d'équipage et 250 passagers étaient à bord. Ceux qui n'ont pas réussi à trouver une place au bord d'un canot de sauvetage ont fait une tentative désespérée pour construire leur propre radeau de fortune avec des parties du navire. 2 jours plus tard, seuls 3 canots sont arrivés sains et saufs sur le rivage. Les 3 autres n'ont jamais été retrouvés. Et crois-le ou non, l'équipe de sauvetage a aussi retrouvé des personnes qui s'accrochaient à l'épave depuis 2 jours. Contrairement à l'équipage, le capitaine a sombré avec l'Arctique, mais a étonnamment survécu. Il ne serait qu'une seule des 85 personnes qui s'en sont sorties, sur les 400 personnes à bord. Lorsque la nouvelle est arrivée 2 semaines plus tard, le public a été attristé par la catastrophe. Une grande colère a rapidement suivi envers le manque de mesures de sécurité et envers l'équipage. La presse a publié des demandes pour changer les lois et embarquer plus de canots de sauvetage. Il était logique d'en avoir suffisamment pour chaque personne à bord d'un navire. Mais ces demandes ont été ignorées. Cette négligence allait entraîner d'autres catastrophes à l'avenir. Des canots de sauvetage en nombre suffisant n'entreraient dans le droit maritime qu'environ 60 ans plus tard, après la catastrophe du Titanic. La femme et les 2 enfants d'Edward Collins étaient aussi à bord du navire et n'en sont pas revenus. Il avait le cœur brisé, mais n'a pas cessé de gérer son entreprise. La Collins Line avait encore une réputation à défendre, la plus grande, la plus rapide et la plus luxueuse sur l'Atlantique. Edward Collins allait maintenant construire un navire encore meilleur que tous les autres. Il s'appelait l'Adriatique, et c'était le plus grand navire du monde, presque 108 mètres de long. Avec 2 moteurs à vapeur alternatifs qui n'avaient jamais été construits de cette taille. À l'époque, ces moteurs à vapeur étaient l'apogée de l'ingénierie, bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus les voir que dans des modèles réduits et des jouets. Avec le nouvel ajout de 2 mâts, l'Adriatique serait aussi capable de naviguer à la voile si nécessaire. Heureusement, des leçons ont été tirées de la catastrophe de l'Arctique. Mais avant que leur nouveau navire ne soit construit, une autre catastrophe s'est produite. Le navire jumeau de l'Arctique a aussi coulé. On pense que la Collins voulait désespérément rester devant la Cunard avec ce 2e navire, qui a fini par heurter un iceberg quelque part pendant la course. Cette compétition malsaine a coûté la vie à 141 personnes. Le désespoir de Collins et de ses coques légères ont poussé la compagnie vers la faillite en 1858. L'Adriatique, nouvellement construit, qui avait coûté plus de 1 million de dollars, n'a finalement effectué qu'un seul voyage. Et même ce voyage a été considéré comme un désastre.
Le navire est entré en collision avec un remorqueur. Il a tout de même réussi à terminer son voyage inaugural dans un temps convenable. Après la faillite de l'entreprise, il a fallu vendre le navire pour seulement 50 000 $. Les grands moteurs géants ont été retirés et remplacés par des voiles uniquement. Bien qu'il ait été autrefois le plus grand navire de haute mer, ce n'était que 30 ans plus tard qu'il a été abandonné dans une rivière, qualifiée d'irréparable. Les autres navires restants ont également été vendus et n'ont servi que pour les pièces détachées. Edward Collins a complètement quitté l'industrie, cherchant plutôt à travailler sur la terre ferme. Comme la Collins Line n'était plus dans le coup, la Cunard est montée en puissance. Sans concurrence, elle a dominé le marché pendant les 30 années suivantes. 180 ans plus tard, après avoir produit des centaines de navires, elle a toujours une présence constante sur les mers en proposant des traversées transatlantiques, des voyages autour du monde et des croisières de loisirs. À ce jour, la Cunard Line est la seule à exploiter des navires entre l'Europe et l'Amérique. Et c'est une belle preuve que ce n'est pas toujours le plus rapide qui gagne la course. Voici Arthur John Priest. Non, ce n'est pas un célèbre peintre et il n'a pas découvert un trésor perdu depuis longtemps. Il n'a pas non plus inventé de gadgets sophistiqués ni battu un record du monde. Non, Arthur John Priest est simplement célèbre pour être insubmersible. Prouvant qu'on peut être à la fois chanceux et malchanceux, Priest a participé et survécu à plusieurs mésaventures en mer, dont le fatidique voyage inaugural du Titanic. Priest n'était pas un homme riche naviguant pour le plaisir. Il faisait partie de la classe ouvrière, employé comme soutier ou chauffeur, coincé pendant des heures dans les entrailles chaudes des grands navires à vapeur. Son travail était pénible et difficile. Il était chargé de maintenir les fourneaux allumés en les alimentant en charbon afin que la vapeur produite soit suffisante pour que les moteurs fonctionnent. Il devait être attentif à ne pas faire surchauffer le système ou mettre le feu au navire. Les fourneaux devaient être surveillés de près et constamment alimentés. Il respirait tous ces airs pollués, travaillant et luttant dans la sueur et la saleté. Souvent torse nu à cause de la chaleur, il était toujours recouvert de poussière de charbon noir. Et quand il avait enfin droit à une pause, ses quartiers d'habitation communs étaient tout près, dans la même partie du bateau. Il devait être doué car il n'a jamais eu aucun mal à trouver du travail. Mais où qu'il aille, la malchance semblait le suivre. Le premier incident a été bénin. Lorsqu'il était jeune, Priest a travaillé pour le RMS Asturias. Le paquebot a pris la mer pour la première fois en 1907 pour un trajet qui reliait Southampton au Royaume-Uni à Buenos Aires en Argentine. Lors de ce voyage inaugural, le navire a subi une petite collision. Les dégâts étaient suffisamment importants pour qu'ils doivent rentrer pour réparation. Heureusement, aucune blessure grave n'a été rapportée. Priest, imperturbable, est simplement allé travailler sur un autre vaisseau. Mais sa malchance l'a poursuivi à bord de l'Asturias. En 1914, l'Asturias est devenu un navire-hôpital, une aide navale veillant aux soins et au transport des malades dans les eaux européennes et, si nécessaire, à leur rapatriement en Angleterre. Mais en mars 1917, vers minuit, le navire a été heurté par un corps étranger. Sa coque a été percée et la salle des machines a été inondée. Le capitaine a ordonné à tout le monde d'abandonner le navire, envoyant l'équipage, les patients et le personnel de santé dans les canots de sauvetage. Le vaisseau était toujours en mouvement, se propulsant dans l'eau car les commandes principales, situées dans la salle des machines submergées, ne pouvaient pas être éteintes. Le capitaine a refusé de quitter le navire alors que les gens essayaient encore de s'échapper. Il a pu diriger l'Asturias vers Bolt Head où il a finalement atteint la terre sans couler. Les canots de sauvetage restants ont été descendus et les derniers survivants ont pu se mettre en sécurité. Lorsqu'ils ont étudié plus tard les dégâts subis par le navire, l'Asturias a été considéré comme une totale épave. Il serait exagéré d'attribuer la survenue de cette catastrophe au passage de Priest à son bord. Après tout, il n'était même pas sur le navire à l'époque. Mais il semblerait quand même que beaucoup des bateaux sur lesquels il a servi ont dû faire face au désastre. Sa malchance l'a accompagné à son poste suivant sur le RMS Olympique, un énorme paquebot. L'Olympique était vraiment très grand. D'ailleurs, il avait été conçu et réalisé au sein de la même flotte que le Titanic. Mais cette grande taille impliquait des sacrifices. L'Olympique était parfait pour naviguer droit dans une direction donnée, mais très difficile à manier quand il s'agissait de tourner.
En septembre 1911, le Hawkeye, un navire plus petit qui naviguait à proximité, n'a pas laissé assez de place au grand vaisseau pour manœuvrer. L'Olympique a essayé de modifier sa trajectoire, mais les deux se sont percutés. Le Hawkeye, ayant été conçu pour faire face à d'éventuelles confrontations en mer, sa proue renforcée a déchiré la coque de l'Olympique. Deux grandes entailles sont apparues sur le flanc du paquebot. L'arbre à hélice a été gravement tordu. Pire encore, le navire a commencé à prendre l'eau. D'une manière ou d'une autre, l'Olympique a réussi à atteindre la côte sans sombrer, et personne n'a été gravement blessé. Priest n'avait alors aucune idée que cela n'était qu'un avant-goût de ce que l'avenir lui réservait. Il a ensuite trouvé un emploi sur un navire tout neuf, un paquebot extraordinaire, une merveille insubmersible dont on disait qu'il était le plus grand jamais construit. Oui, il allait travailler sur le Titanic. Et quel travail! Pas moins de 29 chaudières à faire tourner, nécessitant 850 tonnes de charbon par jour pour produire la quantité de vapeur suffisante à sa propulsion. Priest était l'un des 150 soutiers qui travaillaient d'arrache-pied dans les entrailles du navire pour entretenir jour et nuit la fournaise, ce qui lui valait de gagner environ $30 par mois. Mais le 14 avril 1912, il s'est retrouvé projeté d'une chaleur extrême à un froid foudroyant. Vers 23h35, l'équipage repère un iceberg. Le Titanic essaie de l'éviter, mais l'alarme a été déclenchée trop tard. 5 minutes après, la collision se produit. L'iceberg a déchiré la coque et les compartiments intérieurs, conçus pour être étanches, ont été gravement endommagés. L'eau froide de l'Atlantique a envahi le navire, qui commença à couler. Des signaux de détresse sont envoyés, mais le navire le plus proche, le Carpathia, est à plus de 3 heures de navigation. Dans l'obscurité de la nuit, coincés au milieu de nulle part, l'équipage et les passagers ont commencé à paniquer. Ceux qui le pouvaient se sont rués sur les canots de sauvetage. D'autres ont sauté dans les flots glacés. Au total, seulement 706 personnes ont survécu à cette terrible nuit. Au moment de la collision, Priest se trouvait dans les quartiers inférieurs du navire. Il était en pause, se relaxant après une dure journée de travail. Et alors que le navire sombrait, il en allait de même pour ses chances de survie. Lui et ses collègues se trouvaient dans la partie du navire qui était à ce moment la plus dangereuse. Ils devaient se frayer un chemin dans un dédale de couloirs et de passerelles dont certains étaient inondés dans une course folle vers les ponts supérieurs. Puis, il fallut affronter l'eau glaciale, y plonger et nager désespérément vers un endroit plus sûr. L'océan était si froid que Priest a souffert d'engelures avant de finalement trouver un moyen d'atteindre un des canots de sauvetage. Il était l'un des 44 soutiers ayant survécu cette nuit-là. Après une telle expérience, la majorité des gens ne mettraient probablement jamais plus les pieds sur un bateau. Mais Priest avait besoin de travailler. Son poste suivant s'est aussi révélé une expérience chaotique. On lui a proposé un emploi sur le HMS Alcantara. Le bateau a coulé en 1916 et Priest a une nouvelle fois été l'un des rares à s'en sortir, bien que gravement blessé au cours de l'incident. Mais il a continué à forcer la chance, et le job suivant a dû lui sembler étrangement familier. Il devait partir à bord d'un vaisseau construit par les mêmes ingénieurs ayant conçu l'Olympique et le Titanic. Et ce navire, appelé le Britannic, était le plus grand des trois. Il était aussi considéré comme un navire plus avancé, équipé de nouveaux dispositifs de sécurité installés suite au naufrage du Titanic. Par exemple, il disposait de 48 canots de sauvetage ouverts, dont 46 étaient les plus grands jamais élaborés pour un paquebot. 2 d'entre eux étaient même motorisés et équipés de dispositifs de communication spéciaux. Bonne nouvelle, le Britannic a survécu à son premier voyage sans incident. Déjà une performance que le Titanic n'a jamais pu réaliser. Cependant, le 21 novembre 1916, le Britannic a été ébranlé par une forte explosion, alors qu'il voyageait dans le canal de Kea, dans la mer Égée. La coque était endommagée et une partie des compartiments a commencé à se remplir d'eau. Contrairement au Titanic, le Britannic avait été précisément préparé à une telle urgence. Il était équipé de 5 cloisons étanches qui, en restant intactes, devaient maintenir le navire à flot pendant une période de temps beaucoup plus longue. Mais il y avait un problème. Les hublots des ponts inférieurs avaient été négligemment laissés ouverts. Lorsque le navire s'est incliné, les hublots ont donc permis à l'eau de rentrer, inondant le Britannic et précipitant sa descente au fond de la mer. Cela avait effectivement rendu les cloisons étanches complètement inutiles. Le navire sombrait rapidement,
beaucoup plus vite en fait que le Titanic. 35 des canots de sauvetage ont été lancés avec succès, sauvant la plupart des personnes à bord. Sur les 1066 passagers et membres d'équipage, 1036 ont survécu. Priest, toujours sous sa bonne étoile, était bien entendu l'un d'entre eux. Et pourtant, il n'en avait toujours pas fini avec la vie en mer. Il a accepté un nouveau poste de soutier sur le Donegal. Il s'agissait d'un petit ferry de croisière converti en bateau-hôpital. En avril 1917, il a été frappé par un objet non identifié, alors qu'il fuyait une situation dangereuse. Bien qu'il ait souffert d'une blessure à la tête, Priest était sain et sauf. Il a fallu à Priest 2 collisions et 4 naufrages avant qu'il ne soit enfin prêt à prendre sa retraite. En réalité, il aurait même expliqué avoir arrêté uniquement parce que plus personne ne voulait naviguer avec lui. Mais peut-on vraiment les blâmer ? Il vécut le reste de sa vie sur la terre ferme à Southampton, en Angleterre, avec sa femme Annie et leurs 3 fils. Mais on se souviendra toujours d'Arthur John Priest comme l'insubmersible soutier. Un épais brouillard se lève sur l'océan tandis que le soleil descend lentement sur l'horizon. Il est difficile de voir à plus de quelques dizaines de mètres devant soi, mais c'est suffisant pour distinguer une forme squelettique et imposante au loin. Alors que ton navire s'approche de la silhouette, ton cœur se met à battre plus vite, et enfin tu devines les contours d'un autre navire, abandonné à en juger par son apparence. Les bateaux fantômes existent, et leurs mystères n'ont pas toujours été résolus. Celui du MV Royita par exemple. C'était un yacht de luxe, fait de bois et construit en 1931. Il est passé de main en main pendant plus de 20 ans avant d'être racheté par un marin des îles Samoa et d'être transformé en un navire marchand. En 1955, cependant, le service du Royita a connu une fin abrupte et mystérieuse. Le 3 octobre, il a pris mer pour un énième voyage commercial. Celui-ci n'aurait pas dû prendre plus de 48 heures. Les retards sont courants en mer. Alors que le Royita n'est pas arrivé comme prévu le 5 octobre, on ne s'en est pas tout de suite inquiété. Mais il n'est pas arrivé non plus le jour suivant. Et on ne détectait aucun signal de détresse, ni un quelconque signe de la présence du Royita entre ses points de départ et d'arrivée. Une équipe de recherche et de sauvetage a alors été envoyée pour retrouver le navire, et pendant 6 jours, elle a parcouru la zone de près de 259 000 km². Le 12 octobre, la mission est revenue à la base sans l'avoir retrouvée. Le Royita avait disparu sans laisser de traces. Ce n'est qu'un mois plus tard que les personnes à bord d'un autre navire marchand, le Tuvalu, ont repéré le navire disparu, dérivant loin de sa route en haute mer et gîtant fortement. Les marins sont montés à bord du navire et ont découvert que tout son équipage ainsi que ses passagers, 25 personnes au total, avaient disparu, de même que la totalité de la cargaison que le navire transportait. Sa radio était réglée sur le canal de détresse international, ce qui signifie que l'équipage avait essayé d'appeler à l'aide. Mais il n'avait pu joindre personne car le câble radio avait été endommagé, limitant sa portée à guère plus de 3 km. Les canaux de sauvetage avaient également disparu, ce qui indique que les passagers avaient réussi à quitter le navire. Malheureusement, ils avaient emporté le journal de bord avec eux, laissant l'équipage de sauvetage désemparé et sans ressources pour leurs recherches. Aujourd'hui encore, le mystère du MV Royita n'a pas encore été résolu. Personne ne sait où l'équipage et les passagers sont allés, ni ce qui les a poussés à partir. Le SV Carroll A. Deering n'est pas un bateau fantôme au sens habituel du terme. On ne l'a jamais vu en pleine mer. Au lieu de cela, il a été retrouvé sur un rivage, mais les circonstances de son échouage demeurent une énigme entourée de mystères. Le Carroll A. Deering avait été construit en 1919 dans le Maine. C'était un grand navire conçu pour les voyages commerciaux. Malheureusement, malgré son coût de construction très élevé, il n'a servi qu'un an avant son dernier voyage. Le 19 juillet 1920. Le navire se rendait de Porto Rico à Rio de Janeiro via Newport News pour livrer une cargaison de charbon. Il était presque à mi-chemin de sa destination finale lorsque le capitaine est tombé gravement malade et l'équipage a fait demi-tour pour le déposer, lui et son fils, et lui trouver un remplaçant. Le voyage s'est déroulé sans incident, mais quand ils sont arrivés à la Barbade en décembre pour le réapprovisionnement, une atmosphère étrange régnait au sein de l'équipage. Le second ne semblait pas très content du nouveau capitaine. Personne n'y a prêté attention à l'époque, et peut-être on aurait dû y apporter plus d'importance. On a aperçu pour la dernière fois le Carroll A. Deering en mer le 28 janvier 1921, lorsqu'un bateau phare l'a repéré au large des côtes de Caroline du Nord. Il y avait de l'agitation sur le pont arrière du navire, où l'équipage n'était normalement pas autorisé,
Puis les passagers d'un autre navire l'ont aperçu, mais il n'y avait déjà plus personne sur les ponts. Le 31 janvier, le navire marchand a été retrouvé échoué dans les Diamond Shoals, un site tristement célèbre pour les nombreux naufrages qui s'y produisent depuis des siècles. Lorsque l'équipe de recherche et de sauvetage est montée à bord, elle a trouvé le navire abandonné, le journal de bord et les effets personnels de l'équipage disparus avec les 2 canots de sauvetage. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé à bord du Carroll à Deering en ce terrible mois de janvier. Selon la version la plus largement admise, une mutinerie aurait eu lieu. Nous ne découvrirons peut-être jamais la vérité. Le SS Baichimo est peut-être l'un des navires fantômes les plus remarquables de l'histoire. Ce grand cargo à vapeur a été construit en 1914 en Suède et a été en service pendant plus de 16 ans, échangeant des provisions contre des pots avec les tribus natives d'Alaska et du Canada. Mais le 1er octobre 1931, le Baichimo s'est retrouvé pris dans la banquise. Au début, l'équipage a cru qu'il lui suffirait d'attendre et qu'il pourrait poursuivre sa route, car le navire s'est libéré en quelques jours. Mais moins d'une semaine plus tard, il s'est de nouveau échoué, et cette fois pour de bon. Une semaine après ça, une équipe de sauvetage a été envoyée pour récupérer 22 des membres de l'équipage du Baichimo, tandis que 15 autres resteraient à bord pour attendre que l'hiver passe et rentrer avec le navire. Mais un mois plus tard, après un puissant blizzard, les marins sont sortis de leurs abris pour découvrir que le navire avait disparu. Par chance, un chasseur autochtone leur a dit peu après que le Baichimo n'était pas encore perdu. Ils l'avaient vu à environ 72 km de l'endroit où ils étaient stationnés. Ils ont réussi à le retrouver, mais ont décidé que le navire ne survivrait pas à l'hiver. Alors ils ont emporté ce qui se trouvait de plus précieux dans la cargaison et l'ont abandonné. Ils avaient tort cependant. Le SS Baichimo a survécu à cet hiver, et aux nombreux autres qui ont suivi. Lorsque la glace s'est brisée, il a pris la mer tout seul, dérivant le long des côtes du Canada et de l'Alaska. Plusieurs personnes ont aperçu le bateau fantôme, parfois à la dérive en pleine mer, d'autres fois bloqué dans la banquise. À plusieurs reprises, des gens ont tenté de monter à bord et de le récupérer, mais les conditions météorologiques et le manque d'équipement les en ont chaque fois empêchés. Le SS Baichimo a été aperçu pour la dernière fois par des autochtones d'Alaska en 1969, 38 ans après son abandon. Ce qu'il est devenu par la suite, nul ne le sait. L'histoire du SS Ouran-Médan est l'une des plus déroutantes et des plus déchirantes du XXe siècle. Personne ne sait même avec certitude si ce navire a jamais existé. Il n'a pas été enregistré dans le Lloyd's Register, le registre international des navires. Alors, soit il s'agit d'une histoire à dormir debout, soit le navire n'a jamais été enregistré officiellement, pour des raisons plutôt louches. Dans tous les cas, nombreux sont les récits sur le destin du Médan. Selon la plupart des témoignages, il transportait une cargaison dans les eaux indonésiennes, lorsqu'un appel de détresse a été reçu par un autre navire à proximité. L'officier de service a entendu un message SOS, mais son contenu varie selon les versions. Le message ne s'est pas répété et l'équipage du Médan n'a répondu à aucune tentative de contact. Le navire qui a reçu l'appel de détresse s'est précipité à son secours, mais n'a atteint le navire que le lendemain, alors qu'il dérivait déjà et gitait légèrement. Lorsque les sauveteurs sont montés à bord, ils ont constaté qu'aucun membre de l'équipage n'avait survécu. Cependant, il manquait un canot de sauvetage, ce qui veut dire qu'au moins un membre de l'équipage avait réussi à s'échapper. Ce qui est arrivé au reste des personnes présentes à bord demeure un mystère à ce jour. On ne sait toujours rien de concret sur cette histoire, et nous ne saurons peut-être jamais si le SS Ouran-Médan a réellement existé ou s'il ne s'agit que d'une fiction. Le SV Zebrina était une barge à voile, pourvue de 3 mâts, construite en 1873 pour effectuer des voyages commerciaux fluviaux en Amérique du Sud. Elle a servi pendant plus de 4 décennies, prouvant sa solidité et sa fiabilité. Elle a ensuite été transférée en Europe, où elle a continué son service de manière exemplaire. Mais en octobre 1917, le Zebrina a pris la mer pour un voyage ordinaire et a été retrouvé échoué quelques jours plus tard. Mystérieusement, étant donné que le navire était parfaitement intact, l'équipage de 5 personnes ainsi que le capitaine avaient disparu. Il n'existe aucun témoignage direct, ni aucun fait concret sur ce qui s'est réellement passé ce jour-là. La théorie la plus convaincante est que l'équipage a été emporté par une explosion sous-marine. Et que le navire a ensuite pris la mer sans eux. Mais la vérité, comme toujours, demeure incertaine.
Avril 1912 a été marqué par l'une des plus terribles tragédies de l'histoire du monde. Un paquebot de légende conçu pour être insubmersible à la pointe de l'ingénierie de son temps, l'énorme Titanic a coulé. Par cette nuit sombre et sans lune, le navire a manqué plusieurs occasions de pouvoir sauver ses passagers. Un autre bateau qui naviguait à quelques kilomètres de là aurait pu lui porter secours, ce qui n'a pas été le cas. Il ne s'agit pourtant pas d'un navire fantôme, pas plus qu'une légende ou une simple théorie. C'est une réalité documentée, mentionnée dans les archives et dans les déclarations de témoins qui la confirment. Alors pourquoi n'est-il pas venu en aide aux géants en détresse? Découvrons ce qui s'est passé cette nuit-là en examinant ces événements de 3 points de vue différents. Commençons par celui du principal intéressé, le Titanic. 23h30. La lune est voilée de nuages noirs. La visibilité est mauvaise. Tout est calme à bord. Sous la direction du capitaine, l'opérateur de communication reste en contact avec le continent par radio. À ce moment-là, un inconnu s'introduit sur la fréquence interrompant la communication de l'opérateur. On ne sait pas très bien ce que veut cet homme étrange et de quoi il parle. L'opérateur n'essaye pas de le comprendre. Il crie sur cet homme en lui demandant de se déconnecter. La connexion est interrompue. À 23h40, le Titanic s'écrase latéralement contre un iceberg. La glace brise la coque. L'eau commence à inonder les ponts inférieurs. Personne ne panique encore. 20 minutes plus tard, à minuit, l'équipage envoie un signal de détresse par radio. Peu de gens comprennent à quel point la situation est grave. Après 20 minutes, à minuit 20, on commence à descendre des canaux de sauvetage avec des passagers. À minuit 25, ils reçoivent une réponse au signal de détresse. C'est le RMS Carpathia. Leur capitaine rapporte qu'il navigue déjà à vitesse maximale vers le Titanic. Malheureusement, il se trouve à près de 93 km du site de l'accident, ce qui signifie qu'ils n'arriveront pas avant 4 heures. À minuit 45, l'équipage du Titanic lance des fusées de signalement. Ces fusées se trouvent être l'une des causes principales du destin terrible qui attend une partie des passagers à bord. Mais nous y reviendrons. 90 minutes plus tard, le pont du Titanic se brise et le paquebot plonge sous l'eau. À 4h10, le Carpathia arrive enfin à l'endroit du naufrage. L'équipage mettra tout en œuvre pour sauver les survivants. Ils récupèrent 705 personnes à leur bord. C'est là qu'un autre navire apparaît. Il s'agit du SS Californian. Le Carpathia vogue vers la côte de New York, rempli de ses rescapés. Pendant ce temps, le Californian reste sur place dans l'espoir de trouver d'autres survivants au milieu des débris. Sans succès, ce navire n'était qu'à quelques kilomètres de là, alors que le Titanic s'enfonçait dans les eaux glacées. Le Californian aurait pu sauver des vies, mais il en fut autrement. Son capitaine, Stanley Lord, aurait donc commis l'un des actes les plus intolérables qui puissent exister aux yeux d'un marin. Il n'a pas porté secours à un navire en perdition. Lorsque le monde entier l'a découvert, le capitaine Lord a été la cible de la haine populaire. Les charges à son encontre n'ont pas pu être retenues et il n'a pas été condamné lors du procès qui a suivi la catastrophe. Toutefois, sa carrière a été définitivement ruinée car aucune compagnie maritime n'a voulu l'embaucher après les faits. Malgré cela, il n'a jamais avoué sa responsabilité et cela jusqu'à sa mort. Peu de temps avant son décès, il a d'ailleurs expressément clamé son innocence. S'il dit vrai, alors que s'est-il passé? Allons voir du côté du Californian. C'est la nuit du 14 avril. Le Californian navigue dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Le navire entre dans une zone où il y a de nombreux icebergs. À 22h10, le capitaine Lord décide de mettre son vaisseau à l'arrêt. Il est trop dangereux de se déplacer dans cette zone car en cas d'impact, la coque risque d'être endommagée. À 23h, le Californian commence à dériver. Se déplacer dans de telles conditions est extrêmement difficile, surtout avec une si mauvaise visibilité. Le capitaine sait que le Titanic doit passer par là. Il ordonne donc à l'opérateur radio d'avertir le navire du danger. L'opérateur radio, dénommé Evans, allume l'émetteur et essaie de contacter le Titanic. Au bout d'environ 30 minutes, la connexion est enfin établie. À ce moment-là, l'opérateur radio du Titanic est en communication avec le continent. Evans interrompt la conversation et essaye d'avertir le Titanic du danger qu'il court. L'opérateur ne comprend rien à ce que dit Evans et s'agace de son irruption intempestive sur le canal radio. Il se met en colère, crie sur Evans et finit par couper la connexion. Lassé, Evans éteint l'émetteur et informe ses supérieurs de l'incident. La façon dont le capitaine a réagi à cette nouvelle reste un mystère. Il a probablement pensé que le Titanic était au courant du danger. Il laisse Evans aller se coucher. Si Evans n'avait pas éteint la radio et était resté éveillé 1 heure de plus, il aurait entendu le signal de détresse provenant du Titanic.
Difficile pourtant de le blâmer dans ces circonstances. En effet, il n'a aucune raison officielle à ce stade de ne pas quitter son poste. Il est épuisé et ne pouvant pas lutter contre la somnolence, il va se coucher. Le Titanic, pendant ce temps, commence à couler. Son capitaine envoie un signal de détresse. L'opérateur à bord du Carpathia le capte, mais pas le Californian dont le récepteur est coupé. Le capitaine Lord n'arrive pas à dormir. Il sent que quelque chose ne va pas. Le Titanic est en train de s'enfoncer dans l'eau et cela va très vite. Le capitaine donne l'ordre de lancer les fusées, erreur qui s'avérera fatale. Les feux d'avertissement lancés ne sont pas rouges. Pour une raison quelconque, l'équipage a oublié de charger les fusées rouges. Le ciel s'est donc illuminé d'une lumière blanche éclatante. Cependant, pour signifier une situation de détresse, le protocole stipule qu'il faut utiliser des feux de couleur rouge. Le capitaine Lord voit ces lumières mais ne les perçoit pas comme un appel à l'aide. Il ne lui vient même pas à l'idée que ces fusées rouges que l'on trouve sur tous les bateaux pourraient venir à manquer à bord d'un navire tel que le Titanic. Et pourtant, c'est bien le cas. Le capitaine Lord pense que le Titanic s'éloigne. Il y a peut-être une raison inconnue derrière ces lumières blanches, mais il ne le sait pas vraiment. Le capitaine Lord n'a donc aucune idée que le Titanic est en train de couler. Il décide quand même de contacter le navire, mais cette fois pas par radio. Le capitaine Lord ne réveille pas l'opérateur et envoie un signal au Titanic par le biais d'une lampe de signalisation. Il est important de comprendre que de nombreux marins de la vieille école ne prenaient pas la communication radio au sérieux. Ils ne saisissaient pas la valeur de cette technologie. C'est pourquoi le capitaine Lord ne réveille pas Evans. Il envoie des signaux lumineux mais le Titanic ne répond pas. De nombreux survivants ont mentionné plus tard avoir vu les flashs de lumière en question, mais ils n'ont rien pu faire sur le moment. L'équipage du Californian n'entend pas leurs appels à l'aide. À 2h20, le Titanic s'enfonce complètement sous l'eau. Environ 2 heures plus tard, l'opérateur radio Evans se réveille et allume le récepteur. Il entend de nombreux sauveteurs parler du navire englouti. Evans comprend tout de suite ce qu'il se passe et en fait part au capitaine. Le Californian se dirige immédiatement vers le site de l'accident. Ils y trouvent le Carpathia, avec les survivants à son bord, qui se met en route vers New York. Le Californian continue à chercher des gens à qui porter secours, mais en vain. Le Californian retourne sur le continent. La nouvelle concernant le navire qui aurait pu sauver le Titanic se répand dans tout le pays, et le procès commence. Le capitaine Stanley Lord et l'équipage racontent leur version des faits. Ils disent que leur navire s'était immobilisé. Beaucoup de gens ne les croient pas, et certains des passagers survivants affirment même avoir vu le Californian passer. Malgré tout, le juge les déclare innocents. 1962, le capitaine Stanley Lord est un homme très âgé. Il appelle un notaire pour faire une confession officielle dans laquelle il jure qu'il n'est pas coupable. Et si ce n'était pas le Californian qui était passé près du Titanic à ce moment-là? C'est là que la théorie du Samson entre en jeu. Ce navire de chasse navigue dans les eaux froides de l'Atlantique Nord. L'équipage ne dort pas. Ses membres étudient attentivement les environs, non par peur des icebergs, mais bien parce qu'ils sont terrifiés à l'idée de croiser les gardes-côtes américains. L'équipage du navire Samson chasse des phoques, ce qui est illégal. À minuit 45, le capitaine du Samson voit des fusées de signalisation blanches. L'équipe est sûre qu'il s'agit des gardes-côtes. Ils éteignent alors leur lumière et s'éloignent. Il fait nuit noire et ils ne remarquent pas le Titanic qui coule. Une fois revenus sur la côte de l'Islande, ils entendent parler de la catastrophe. C'est là qu'ils se rendent compte qu'ils ont abandonné des gens à la noyade. Le neveu d'un des membres de l'équipage du Samson lit cette histoire dans le journal de bord de son oncle et demande la permission de publier ses écrits. Tout le monde réalise que le capitaine Lord n'était effectivement pas coupable. Malheureusement, il n'a pas vécu pour voir la vérité triompher. En fait, il reste difficile de désigner un véritable coupable dans cette histoire. Le navire se trouvait à proximité du Titanic. Leurs capitaines étaient des hommes compétents. Ils auraient pu aider à sauver tous les passagers. Le problème est qu'ils n'ont pas pu réaliser à temps le drame qui se jouait en cette nuit sombre. Quelqu'un avait oublié les fusées rouges et ce qui semblait être un tout petit détail apparemment insignifiant a finalement eu des conséquences énormes dans cette tragédie.